Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver jusque 18h pour le LGF, le Grand Forum, votre émission d'espace de liberté tous les jours de 16h à 18h où vous pouvez évidemment intervenir, interagir en live sur Facebook, France Maghreb 2 et sur Christophe, le Grand Forum. Vous n'hésitez surtout pas. Alors, nous appelons aussi à la radio 01 40 33 9000, une émission un peu particulière aujourd'hui, puisque notre réalisateur en chef est à l'extérieur. Il est dehors. Que fais-tu dehors, mon Philippe Bouriaki? Philippe? Il est sur le terre-terre. Il est sur le terre-terre. Voilà. Bonjour. Bonjour, mon Philippe. Bonjour, mon Christophe. Bonjour, les auditeurs et les auditrices de France Maghreb 2. Bonjour, les Facebookiens et les Facebookiennes. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur. Je suis déjà sur la place de la République parce que nous allons couvrir tout à l'heure le rassemblement à l'appel de SOS Racisme en la mémoire de George Floyd, avec ses 8 minutes 46 secondes d'agonie qu'observeront de silence, en tout cas les manifestants ici présents. Nous étions déjà en extérieur tout à l'heure. Nous avons assisté à la conférence de presse du collectif Justice pour Adama avec Assa Traoré, Almami, Youssef Brahimi, qui appellent ce samedi à une marche nationale. Ils appellent les banlieues, ils appellent toutes les banlieues de France à venir à 14h30 à la place de la République et à marcher en direction de l'Opéra. Les autorisations ont été déposées, visiblement accordées ou pas. En tout cas, ils seront là et Assa Traoré sera notre invité tout à l'heure à 16h30. Absolument, dans quelques minutes. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, monsieur Rudy Kazi, comment ça va, mon Rudy? Très bien, Christophe. On est au taquet. Bon, parfait. Mon Razik Bétige, comment il va? Bah, très bien, au soleil. Le soleil ressort un petit peu, ça fait du bien. Il a fait vachement froid ce week-end. Trop froid pour moi. Ah oui, j'imagine que là, tu dois avoir envie de partir en vacances. Justement, on se posera la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez prévu de partir en vacances? Si oui, où? Parce que si on s'en réfère à un sondage, les Français ont plutôt l'intention de partir en France et pas trop à l'étranger parce qu'on est dans l'expectative. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Vous pourrez nous donner votre avis qui nous intéresse évidemment tout à l'heure. Un zapping qui sera constitué, bien entendu, principalement de Castaner, qui a parlé hier. Certains policiers disent ils nous ont lâchés et le gouvernement nous a lâchés. On fera le point évidemment avec vous et on parlera justement de cette annonce importante, cette fameuse clé dite d'étranglement que Castaner dit a abandonnée. On en parlera tout à l'heure avec vous. Je salue DJ Nabil de l'autre côté des manettes, bien entendu. Et puis Ethan aussi, un réalisateur en pleine formation qui se débrouille forcément très bien. Donc voilà. Toute une équipe, c'est le LGF, c'est comme ça les amis, on est partout. Alors on commence cette émission toujours par un peu feuilleter les événements qui se sont déroulés un 9 juin. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire à mon épouse qui me supporte depuis 19 ans, parce que ça fait aujourd'hui que nous sommes mariés 19 ans. Incroyable. Joyeux anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire de mariage, vraiment. Voilà, ça tient les gars, ça tient. Comme quoi c'est possible. Bon, je sais que j'ai 2 sportifs avec moi aujourd'hui. Même 3 avec Philippe. Donc forcément, vous allez pouvoir me trouver ça facile. La première question, c'est quel coureur cycliste remporte en 1963 le critérium du Dauphiné libéré? Bernard Hinault. Le Polydor. Non, c'est pas Fignon, c'est pas Polydor. Eddy Merckx. Non. C'est l'américain là, comment il s'appelle? Non, c'est pas l'américain. Non, il est trop jeune. Coureur cycliste. Coureur cycliste français ou belge ou... Français. Je crois qu'il est français. Hein. Thomas. Comment? Thomas, je sais plus comment. Là. Non, et il remporte d'ailleurs, pour la petite histoire, son 4e Tour de France un mois plus tard. Ah, c'est pas... Oh là là, je suis une bille en cyclisme. Moi, le cyclisme, je maîtrise pas. C'est l'anglais, comment il s'appelle l'anglais Alors? Non, c'est actuel, Nabil. Jacques Anquetil. Voilà, merci Razik. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce jeune homme.
Ah ouais, 1963. Razik, félicitations, franchement. Ah, j'ai fait preuve de beaucoup de sagacité sur le coup, j'avoue, je me félicite. Ah, j'adore. Saga Africa. Voilà, Jacques Anquetil qui remporte effectivement le Critérium Dauphiné Libéré en 63 et un mois plus tard, donc il remporte son 4e Tour de France. Premier point pour notre ami Razik. Quel colonel égyptien Kadhafi. se démet de Nasser. ses fonctions? Ouais, Nasser Nasser. ouais, bien joué Nasser. Razik. Excusez-moi, Il se démet dit de Kadhafi. ses fonctions de Il y en chef a un, il a dit d'État Kadhafi. en 67. Qui a dit Kadhafi? c'est moi, Qui a dit c'est moi. Kadhafi? Nabil, il Ah, Nabil. Voilà. Nabil, égyptien on a dit, pas libyen. Attendez, tu as dit colonel au début, je suis tout de suite dit Kadhafi. Après, Ouais, bah non, faut attendre la fin de la question quand même. Donc, c'est le colonel Nasser, effectivement, qui se démet de ses fonctions en 1967. 2 points pour Azicus. Attention, il est là. Tiens, question sport encore, les gars. Alors, elle est où ma question? Elle est là, voilà. Tiens. Ah, ça, c'est pas mal. Quel joueur de l'équipe de France de football décide de mettre fin à sa carrière de footballeur en 2001? Zidane. Non. Non, 2001, c'est Deschamps. 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 Je l'ai dit La avant. dèche. Je l'ai dit avant. Mais non, je l'ai dit avant, je l'ai dit avant. Ah, je l'ai dit avant. Moi, Deschamps, je pense direct. qu'on doit faire appel à la VAR. Ouais, bah là, la VAR, ça va être compliqué dans les conditions où on est. Hein. Deschamps, qui, vous le savez, après, est devenu directeur sportif de... L'équipe de France. Non. De quelle équipe? Non, Monaco. Ah oui, Deschamps. bah oui, Monaco. Ah ouais. Et Deschamps, il avait pris la décision de prendre sa retraite le soir même de la victoire à l'Euro 2000. Hein. Voilà, bah en tout cas, c'est en 2001. Oui, retraite internationale. Et après, Voilà. retraite de Exactement. carrière en 2001. Exactement. Et c'était un 9 juin. Voilà. Donc, Didier Deschamps à la tête aujourd'hui, d'ailleurs, de l'équipe de France, comme vous le savez. Bon, Et le je prochain t'accorde sera à Zidane. je t'accorde à Rudy. Allez, voilà. Hein, t'as un peu d'avance. Merci. Elle est née en 1930. Je cherche une chanteuse française avec comme indice la Dame Brune ou encore Ah, l'Aigle Barbara. Noir. Barbara, mon Philippe, bien joué. Elle est morte le 24 novembre 1997. Barbara et l'Aigle Noir, bien entendu. Bien joué. Bien joué, mon Philippe, bien joué. Je cherche à présent un acteur, scénariste, guitariste aussi, mais aussi réalisateur américain, né en 1963. Alors, pour indice, pour les cynophiles, Denis Bracco, Les larmes d'un homme ou encore Pirates des Caraïbes. Johnny Depp. Johnny Johnny Depp. Depp. Johnny Depp. Oh, joli Rudy, joli. Il fut aussi le compagnon, je crois, de Vanessa Paradis. Ouais. Johnny Depp. Et t'aurais pu dire aussi révélé dans 21 Jump Street. Ah yes, aussi. Quelle carrière ce Johnny Depp. Donc bon anniversaire à lui, né en 63 les amis. Bon, bah ça nous fait une égalité parfaite entre Rudy et Razik. Philippe a marqué son petit point. Et puis bah on met -1 à Nabil qui nous a quand même sorti colonel Kadhafi pour l'Égypte. C'est pas mal. Non mais ah bah oui, ça arrive, bien sûr que ça arrive mon Nabil, bien sûr. Bon, alors, il y a beaucoup de bruit autour de toi, Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis, comme vous le savez, je suis à la place de la République. Et à la place de la République, il y a toujours de la vie. Là, j'ai des jeunes qui sont en train de jouer au foot. D'accord. Là, ici, là, je vais vous montrer. On va se déplacer avec. Je suis accompagné d'un ami, d'un acolyte, d'un frère, Eric de Radio Tongossa. Ah, salut mon Eric. Je travaille sur le montage en même temps. Voilà, il fait le montage de ce matin. Et je ne sais pas pourquoi il veut absolument que j'aille travailler avec eux. Ah ouais. J'en ai marre. Ah bon? Bah oui. Ah, on est mal là. C'est quoi? C'est du dépotage? Le mercato est dépotage ouvert. en direct? Le mercato est ouvert. En plus, c'est la saison. Hein. Oui, Avant, oui, bon, c'est avant très bien. septembre, Radio Tongossa me propose combien là? Ah, je sais pas, ça on verra. Des millions de barils de pétrole. Qui paye en francs CFA, le mec il m'a dit. Il est fou. Lui. Ah ouais, non, ça va pas le faire là, par contre. Alors, faut payer en dinars, moi. On va voir avec le boss. Bon, alors, les amis, dans un instant, on va s'intéresser un petit peu à Castaner, bien entendu, puisque vous le savez, Castaner a fait des annonces hier, mais juste auparavant, on recevra donc Assa Traoré. Dans un instant, Assa Traoré, qui, vous le savez, est la sœur de Adama Traoré. Adama Traoré est ce jeune homme mort, visiblement étouffé par les gendarmes chez lui, donc en juillet 2016. Ça fait 4 ans que ça dure et ça se joue à coup d'expertise, cette histoire.
Et pour l'instant, la responsabilité des gendarmes n'est toujours pas établie. La famille ne lâche pas et demande et réclame justice pour Adama Traoré, avec une mobilisation importante la semaine dernière, vous le savez, devant le TGI de Paris, et une nouvelle manifestation samedi prochain, à 14h30, place de la République. On en parlera avec elle. Il y a eu aussi des annonces de fait côté gouvernement. Emmanuel Macron aurait demandé à Nicole Belloubet d'inviter la famille Traoré. La famille Traoré a mis une fin de non-recevoir. On leur posera la question dans un instant, ne bougez pas. On est en direct sur France Maghreb 2, juste après la pub pour le retour. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est la déclaration de Castaner sur l'interdiction de l'enseignement des techniques d'étranglement dans les écoles de police et de gendarmerie. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un effet d'annonce? Voilà, parce que il semble qu'il y ait une colère à calmer. Il semble que les violences policières soient au cœur de beaucoup de manifestations, de beaucoup de colère chez une certaine catégorie de la population. Est-ce que finalement, on pourra se poser la question aussi tout à l'heure, est-ce que cette colère de certains, beaucoup d'ailleurs, des quartiers dits populaires, qui sont les principales victimes, rappelons-le, de ces violences policières, est-ce que ça peut quand même dériver à une colère nationale? Par exemple, on sait que les Gilets jaunes ont fait face à la violence policière pendant plus d'1 an, avec des gens éborgnés, des mains arrachées, une violence extraordinairement importante au cours de cette année 2019. Est-ce que tout cela peut monter en épingle? Est-ce que ça peut faire une espèce de convergence des luttes? On verra cela avec vous. Et vous pouvez bien entendu commenter sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Vous n'hésitez absolument pas, les amis. On est là pour vous accompagner au quotidien avec Razik Metiche, avec Rudy Kazi et avec, bien entendu, Philippe Bouriaki, qui est donc à l'extérieur aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, puisqu'il va aller voir cette manifestation qui débutera à 19h, je crois, à l'appel de SOS Racisme. D'ailleurs, tiens, Razik, SOS Racisme, qui appelle à une manifestation, c'est de la récupération? Non, mais c'est une blague. Enfin voilà, faut le dire tranquillement, c'est une blague. C'est une blague. On n'est pas le 1er avril. Je pense qu'ils ont dû peut-être prévoir quelque chose pour le 1er avril, et comme c'était le confinement, ils ont reporté leur opération aujourd'hui. SOS Racisme, réellement qu'ils existent encore aujourd'hui, c'est indécent, j'ai envie de dire. C'est les pourvoyeurs, c'est les fossoyeurs de tous les combats qu'on a menés depuis 40 ans. Il faut le rappeler, ça a été eux qui ont enterré la marche pour l'égalité, l'ont transformée en marche des beurs. Ça a été eux qui nous ont pondu, alors que nos aînés se sont battus pour l'égalité, qui nous ont pondu le droit à la différence. Aujourd'hui, que SOS Racisme essaye de se refaire une virginité, essaie encore une fois d'être la courroie de transmission d'un parti moribond, quasiment mort, qui est le PS, parce que historiquement, voilà ce qui était SOS Racisme, c'était la courroie de transmission du PS envers les quartiers. Voir qu'aujourd'hui, ils essaient de rameuter, ça me fait doucement sourire. Je vous le donne en mille, Philippe, il est parti là-bas. Il y aura une 50aine de personnes. Moi, je me souviens d'un appel à un rassemblement qui était aussi fait à place de la République il y a à peu près 2 ans de cela. Ça a fini en fait par une danse improvisée parce que c'était une 20aine de personnes. Voilà la réalité de SOS Racisme aujourd'hui. On ne sait même plus qui est le président. D'ailleurs, on s'en contrefiche royalement, excusez-moi de le dire ainsi. Et clairement qu'aujourd'hui, SOS Racisme essaie de surfer sur la vague de protestation est totalement indécent. Rudy, est-ce que tu partages l'avis de Razik sur SOS Racisme et son appel à manifester ce soir à 19h, place de la République? Oui, bah écoute, ouais, en fait, c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est un peu dévoyé, en fait, la marche pour l'égalité, là, en 83. D'ailleurs, en plus, ceux qui en faisaient partie, les Harlem Désir, tout ça, en fait, sont devenus des politiques, des professionnels de la politique, d'ailleurs. C'est-à-dire c'est une entité qui est trop politisée. La réalité, c'est ça. Et on a un enseignement là, au travers de cet exemple, qu'une association doit garder en fait une forme d'indépendance pour être nourrie par le terrain et non pas en fait par le haut en fait. Et dès lors en fait qu'on est nourri par le haut, bah, malheureusement en fait on s'éloigne on va dire des sujets les plus importants et en fait de cette fibre populaire en fait que les gens nourrissent en fait parce que voilà au travers du racisme il y a quand même des gens qui souffrent et je pense que si
SOS Racisme avait vraiment joué le rôle qui avait été lancé par la marche donc pour l'égalité, aujourd'hui, on serait quand même beaucoup plus avancé que ça, parce que les violences policières, elles en existent depuis longtemps. D'ailleurs, c'était les violences policières qui avaient lancé la marche à l'époque. Et aujourd'hui, allez, on va dire 37 ans plus tard, parce que moi, je suis né le 14 mars 1983, 37 ans plus tard, malheureusement, pas grand-chose n'a changé. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, dites tout ce que vous en pensez, vous aussi, si vous pensez que c'est une récupération. Donc, Razik nous a dit, vous l'avez entendu, Philippe, j'espère que tu as noté, il dit qu'il y aura à peu près une cinquantaine de personnes, hein, pas plus ce soir. Donc, tu risques pas d'être embêté, finalement, ce soir. Alors, j'ai une info exclusive LGF, puisque j'ai repéré quelques personnes que je connais déjà et que je vois à plusieurs manifestations, des gilets jaunes qui me disent qu'ils devraient être en nombre ce soir. Ah. D'accord, donc les gilets jaunes vont… Les gilets jaunes ont décidé de saisir toutes les occasions pour être présents et pour pouvoir continuer leur mouvement. On a vu arriver tout à l'heure le fameux bus de transport, mais pas gratuit, mais pour emmener les gens en garde à vue et en cellule, donc il est déjà dispositionné. Des forces de police commencent à se mettre dans les rues adjacentes. Et on verra bien tout à l'heure. Vous verrez s'il y a plus de gilets jaunes que de manifestants. Mais d'ailleurs, Christophe… Pardon, Rudy, juste pour signaler qu'on est de retour à l'antenne. Merci, Nabil. Donc, retour sur France Maghreb 2 après la pub, donc en direct avec Philippe Bouriaki, déjà place de la République, première arrivée pour couvrir cette manifestation que vous pourrez voir en live sur Christophe Le Grand Forum, bien entendu. Donc, ce soir, à partir de 19h, avec ce geste symbolique donc de 8 minutes et quelques donc à genoux pour évidemment référence à ce qui s'est passé aux États-Unis, à George Floyd, à sa mort, qui donc est mort avec ce genou incroyable quand même. Et c'est vrai d'ailleurs que, puisqu'on parle de violence policière aux États-Unis, on parle de George Floyd, mais il y a un journaliste, alors je ne sais plus de quelle chaîne, qui a compilé une série de violences policières là-bas aux États-Unis, mais c'est violent, les amis. C'est extrêmement violent ce qui se passe. Ouais. Mais ça fait des années que ça dure. Hein. Le problème des violences policières aux États-Unis et même partout ailleurs, puisqu'on a fait la comparaison avec ce qui se passe en France, les violences policières aux États-Unis, mais c'est extraordinaire. En fait, les violences policières aux États-Unis, elles sont vraiment liées au sentiment en fait de racisme, enfin au fait de racisme en fait que peuvent subir les Noirs aux États-Unis. Et si c'est aussi perçu comme tel, c'est parce qu'en fait les gens aux États-Unis ne se cachent pas du racisme, tandis qu'en France le racisme est plus ou moins en fait hypocrite et ça fait en fait cocotte minute et ça explose en fait dans les quartiers où, comme je le disais dans une vidéo que j'ai fait sur Facebook, où se retrouvent en fait dans les quartiers des populations qui sont issues de l'immigration, il y a moins d'un siècle encore étaient considérés comme des indigènes, avec des policiers qui, au sein de la police, sont des personnes qui ont reçu comme héritage de leur famille, enfin, je ne parle pas de tous les policiers, mais de beaucoup de policiers qui, dans leur héritage, ont reçu dans leur famille le racisme, parce que il y a 70 ans, même près d'un siècle, on a menti aux gens en leur faisant croire que les Arabes, les Maghrébins, etc., étaient des sauvages. Donc, l'histoire du racisme, c'est celle-ci. Si on n'explique pas d'où vient ce racisme, on ne va pas comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il y a cet antagonisme dans les quartiers entre les jeunes et la police. Il faut expliquer les origines et les raisons des choses pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour pouvoir être réellement solidaire avec les personnes qui subissent le racisme et enfin dégager des pistes de réflexion et des actes concrets pour travailler à ça. Les mesures que Castaner a appelé à mettre en place, elles sont intéressantes. Déjà sur le papier, c'est une première marche, mais après, il faut aller beaucoup plus loin dans l'éducation, etc. etc. Razik, tu partages l'avis de Rudy sur ces violences policières aux États-Unis, compilées d'ailleurs par un journaliste états-unien. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Razik. Est-ce que je peux me répéter le début de la question? J'ai un problème de connexion. Juste le début de la question. On parlait de ce journaliste qui a compilé toute une série de violences policières aux États-Unis. On parle évidemment de George Floyd parce qu'il y a ces images, cette vidéo qui a circulé dans tout le monde, bien entendu. Mais les violences policières aux États-Unis, c'est un véritable problème, c'est un véritable phénomène même. C'est un fléau, c'est un fléau. C'est un fléau, exact. Un chat par son nom. Et comme l'a dit Rudy, il y a quand même un héritage historique qui est extrêmement violent aux États-Unis. On peut remonter jusqu'à la guerre de sécession. Il faut bien voir qu'il y a une guerre civile aux États-Unis dont l'objet de la guerre était l'esclavage des Noirs. Donc ça veut dire que dès le début, la question noire aux États-Unis a été imbriquée par la violence. Un des premiers éléments historiques pour dire que c'est vraiment ancré dans la doctrine américaine. Plus proche de nous, lorsqu'on
lorsqu'on pense à Là, des là. mouvements, au mouvement des droits civiques. Le mouvement des droits civiques s'est porté en faux contre cette violence policière et a dû se battre, même parfois physiquement, pour imposer le fait que les Noirs américains étaient des citoyens de plein exercice et non des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, 40, 50 ans après, et même avec la présidence Obama, certains avaient pu croire qu'en 2008, lorsque Barack Obama était devenu président, que le problème noir aux États-Unis pouvait se régler. Malheureusement, force est de constater que rien n'a été réglé et que c'est un problème systémique et qui ne dépend pas de deux personnes. C'est vraiment le système états-unien, le système américain, en son sein, dans sa police, est extrêmement violent et considère la vie d'un noir américain comme peu de choses. Là aussi, il y a eu trop de morts, malheureusement, sur cette thématique et rares sont les années, voire même rares sont les mois où l'opinion publique américaine ou l'opinion publique internationale n'est pas outrée de ce qui se passe outre-Atlantique par rapport à cette question-là. Mais est-ce Mais que c'est impossible, de toute façon, pardon, c'est impossible que les choses changent aussi vite, parce que quand tu regardes la ségrégation, c'est quelque chose qui a été aboli dans les années 60. Il y a eu 400 ans Absolument. d'esclavage aux États-Unis. Les choses, en fait, c'est-à-dire ce que ça a amené dans les inconscients, dans la conscience collective américaine et même dans le monde colonial, si on prend le cas de la France et de l'Europe, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain parce que c'est encore trop frais dans la pensée des gens, et ça s'est déporté effectivement dans l'éducation, etc. Les Noirs sont vraiment inférieurs aux Blancs, en tout cas pour ceux qui sont racistes, du moins. Et c'est pareil, en fait, dans l'imaginaire collectif des personnes qui ont reçu dans leur héritage cette perception erronée du Maghrébin, de l'Indien Kalina de Guyane, etc. Donc les choses sont trop fraîches. Je veux dire, le code de l'indigénat en France, il a été abrogé en 1946. Les indépendances, c'est à partir de 58. Donc les choses sont encore trop fraîches. S'il y a eu 400 ans d'esclavage et près d'un siècle de colonisation, il va peut-être nous falloir autant de temps pour revenir en fait à une perception normale, réaliste de ce que c'est que l'homme noir, de ce que c'est que des personnes qu'on appelait des indigènes. Donc jusque là, il va falloir en fait se battre en fait d'une façon apaisée, mais d'une façon déterminée pour faire comprendre aux personnes qui ne subissent pas le racisme ce que c'est que de subir le racisme et à quel point cela atrophie en fait les possibilités d'une personne d'avoir un destin normal comme les autres en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas, j'ai pas trop de contrôle sur les choses. Est-ce que notre invité, par hasard, est invité, Assa Traoré, qui, vous le savez, a mis sa vie entre parenthèses, et ce depuis 4 ans, depuis ce drame, depuis la mort de Adama Traoré en juillet 2016, du côté de Beaumont-sur-Oise. D'ailleurs, on se rappelle évidemment ce qui s'était passé par la suite, une colère légitime. C'est moi, c'est toi. Les gens du quartier, bien entendu, et puis évidemment un combat judiciaire qui s'est enclenché à coup d'experts. Tu m'as dit quoi, Audi? Oui. J'ai vu son nom s'afficher. D'accord. Oui, donc Assa Traoré, oui. Assa est là, et donc vous serez tous les deux, Christophe, pour l'instant. Très bien. Donc Assa Traoré est avec nous. Bonjour Assa. Je l'entends pas. Assa Traoré, faut appuyer sur le micro pour qu'on puisse vous entendre. Disais-je donc que c'est un combat judiciaire qui s'est enclenché, et ce depuis 4 ans. Et aujourd'hui, l'affaire de votre frère est de nouveau dans les médias, puisque évidemment c'est intervenu cette manifestation, ce rassemblement la semaine dernière, mardi dernier, devant le TGI, rassemblant plus de 20 000 personnes. Alors les chiffres officiels, c'est 20 000 personnes. Les organisateurs donc annoncent 40 000 personnes qui étaient présentes devant le TGI de Paris la semaine dernière pour demander justice pour Adama. C'est un combat qui dure depuis de nombreuses années maintenant, 4 ans, à coup d'experts. Et pour l'heure, eh bien, la seule réponse, j'ai envie de dire, gouvernementale, c'est une invitation à aller rencontrer la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Et donc, cette fin de non-recevoir que la famille Traoré a donnée. Assa Traoré nous entend ou pas? Moi, je l'entends pas, messieurs, des techniciens, des réalisateurs. Assa Traoré qui est avec nous et qui d'ailleurs est en ce moment sur beaucoup de plateaux de télé. Et c'est bien d'ailleurs, comme ça, on parle de l'affaire Adama Traoré, que les Français connaissent et puissent savoir et connaître cette affaire. Philippe? Oui. Assa Traoré nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Oui. Assa, aurais-tu l'amabilité, la gentillesse de te déconnecter et de te reconnecter? Parce que tu as des AirPods et en fait, les AirPods ont été connectés après. Voilà, question de technique. Ouais.
Notre Philippe, il est au point, hein, les gars. Ça y est, moi, je vous le dis, c'est bon. On a le meilleur réalisateur du monde. Voilà. Donc, à ça, il faut juste se déconnecter, se reconnecter pour qu'on puisse vous entendre et qu'on puisse vous poser quelques questions. Elle va revenir incessamment sous peu. Alors, Christophe, en attendant qu'Assa revienne, un premier camion de location vient d'arriver sur la place de la République. Ah, attendez, hop, voilà. Vous m'entendez? Assa, voilà, Assa, très bien. Bonjour, Assa. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bonjour. Et bienvenue, Assa Traoré. Je suis ravi de vous recevoir. Alors, je disais que votre famille est... donc, vous avez mis, d'ailleurs, vous, à titre personnel, Assa, votre vie entre parenthèses depuis 4 ans. Beaucoup de choses se sont passées. C'est une bataille à coup d'expertise, encore dernièrement. Aujourd'hui, évidemment, ce que vous demandez, c'est la justice. La justice pour savoir ce qui s'est réellement passé, bien que vous ayez une petite idée de ce qui se soit passé ce jour-là. Aujourd'hui, le fait d'être médiatisé, après cette grande manifestation, et de grande réussite, d'ailleurs, il faut le saluer, qui avait lieu la semaine dernière, l'occasion est de donner, d'expliquer au grand public l'affaire de votre frère, Assa. Est-ce que c'est une aubaine, là, ce qui vous arrive en ce moment? Ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est un tournant fort et puissant qu'on doit prendre. Ce qui s'est passé le 2 juin, c'était historique, hein. C'est une date qui rentre dans l'histoire française aujourd'hui, qui s'impose cette marche qu'on appelle la génération Adama Traoré, où il y aura énormément de monde, où on estime à plus de 80 000 personnes, où il y aura toute classe sociale, tout âge et toute origine qui vont venir demander la vérité et la justice pour Adama, qui va venir dénoncer le crime de George Floyd. George Floyd, sa mort qui va faire écho avec celle de Adama Traoré et qui aura un écho planétaire. Et ça marche. Le rapport de force a marché parce que 2 jours après, nous avons les juges qui vont accepter d'entendre les témoins que nous demandons depuis 4 ans, des témoins principaux dans la mort de mon petit frère. Les juges avaient peur de la vérité, elles ont toujours refusé. Ensuite, nous avons le président de la République qui va demander à ce que la ministre de la Justice se penche sur l'affaire Adama Traoré. Suite aux déclarations du ministre, moi j'ai envie de dire que du président de la République, la famille Traoré aujourd'hui n'a pas besoin de mots. Mon frère n'est pas mort dans les mots. Mon frère est mort dans ça, les vous actes. l'aviez contacté, Nous je attendons crois, les- le président de la République. Vous y avez écrit en 2018, il me semble. Oui, on l'avait écrit en 2018, auquel il n'a jamais répondu. Nouvelle Obs a ressorti cette lettre hier. Nous attendons une réponse, bien évidemment, à cette lettre. Donc, le président va envoyer la ministre de la Justice, cette ministre de la Justice qui va nous convoquer hier. Mais j'ai envie de dire que la ministre de la Justice, que va-t-elle dire à la famille Traoré? La ministre de la Justice, aujourd'hui, doit convoquer le procureur et ils doivent demander la convocation des gendarmes et suite à tous les éléments qui sont sortis depuis 4 ans, exiger la mise en examen des gendarmes. Aujourd'hui, le lien, en tout cas, la personne qui doit être convoquée, ce sont les gendarmes. Et ça, c'est le rôle de la ministre de la Justice qui doit contacter le procureur. Et si la famille Traoré doit être reçue, la famille Traoré sera reçue seulement après des actes. Adama Traoré n'est pas mort avec des mots. Adama Traoré est mort avec des actes. Bien évidemment, nous attendons des actes judiciaires. La seule avancée qu'on pourra avoir dans cette affaire, ce ne sera pas une simple discussion, ce sera des actes judiciaires où nous demandons la reconstitution, où nous demandons des experts qui nous nomment des experts, s'ils n'ont pas peur de la vérité, des experts spécialisés dans la maladie. La famille Traoré n'a jamais eu peur de la vérité. Et pour preuve, l'expertise qu'elle va mandater, elle va prendre les plus grands spécialistes dans la maladie reconnus mondialement et qui vont dire qu'Adama Traoré est bien mort asphyxié, qu'Adama Traoré a pris le poids de ces 3 gendarmes. Donc ça, c'est un combat qu'on continue. Donc nous, aujourd'hui, on demande des actes judiciaires. Les mots, le président de la République aurait dû les avoir tout de suite quand il est arrivé, quand il a dit qu'il ne serait plus dans l'impunité. Et pour toutes les familles de victimes, hein, bien évidemment, aujourd'hui, voilà, c'est des actes que nous demandons. Assa Nous appelons Traoré, à un rassemblement ce samedi 13 juin. est-ce que c'était pas une occasion Oui. finalement, je vous pose la question évidemment, est-ce que c'était pas une occasion, parce que le politique à un moment il est coincé, il a plus le choix, au vu de ce qui s'est passé mardi dernier, ça a pris une ampleur considérable. On a parlé de l'affaire Adama Traoré.
de votre frère. Est-ce que c'était pas justement l'occasion d'aller lui dire tout ce que vous nous dites là maintenant en face à la ministre de la Justice pour lui dire maintenant, vous, en charge de la justice, c'est à vous de faire la lumière. On a des éléments, on veut pas nous entendre, on se bat à coup d'expertise. Est-ce que c'était pas une occasion d'aller les rencontrer et puis j'allais dire à l'issue de la sortie de cette rencontre de pouvoir dire voilà ce qu'elle m'a répondu, voilà où on en est. Vous savez, il y a la séparation entre l'État et la justice, hein. Il faut rester lucide, hein, et conscient. Aujourd'hui, si la ministre de la Justice, elle a le message à Adama Traoré, ils l'ont très bien entendu, ils savent très bien ce qu'on demande. On ne demande pas autre chose, hein. On demande la vérité et la justice. Ils ont conscience que l'affaire Adama Traoré, il y a eu un très dysfonctionnement depuis le début. Et en fait, le pouvoir que la ministre de la Justice peut avoir est sur le procureur. Si elle veut vraiment nous aider, si elle veut faire son travail correctement, elle doit convoquer le procureur, mais pas la famille Traoré. La famille Traoré, aujourd'hui, on demande juste des actes judiciaires très simples. On ne demande pas autre chose. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être reçu pour ça. On le demande, on veut juste la mise en examen des gendarmes au vu de tous les éléments qui ont été donnés et pour qu'elle réponde aux questions, qu'ils puissent répondre à nos questions. Pourquoi on court après mon frère ce jour-là sans aucune raison justifiable? Pourquoi mon frère va porter le poids de 250 kilos et subir cette plaquage ventral? Pourquoi on va laisser mourir mon frère sur le bitume de cette gendarmerie? Pourquoi les gendarmes, les pompiers vont devoir insister pour que on lui retire les menottes? Ça, ce sont toutes les questions qu'on a besoin de répondre. Et je pense que c'est de son rôle qu'on puisse répondre à nos questions. Mais elle doit le faire auprès du procureur, pas auprès de la famille. Comme je l'ai dit, si la famille Traoré est reçue, c'est après les actes. C'est après les actes, on a bien compris. Alors Assa Traoré, évidemment, depuis qu'on parle de cette affaire dans les médias... Je t'entends plus. Ah ben moi, c'est embêtant. Christophe, je t'entends plus. Assa, elle m'entend plus, Assa Traoré. Donc, je ne sais pas comment ça se passait. Parce qu'il y avait quand même une déclaration assez folle. Philippe? Oui. Allô? Voilà. J'entendais plus, c'est bon. Vous m'entendez, Assa? Oui. Assa, tu entends Christophe? Oui, je l'entends. Là, ouais. je l'entends. Non, j'entends plus Christophe. Elle n'entend plus Christophe. Alors, est-ce que tu peux lui demander de réagir sur la déclaration de Julien Audoul ce matin, qui a déclaré, écoutez bien. Assa, Christophe te demande, est-ce que tu as entendu la déclaration de Julien Audoul ce matin? Non. Alors, non. Je vous la donne. Adama Traoré est mort parce que c'est une racaille et non pas parce qu'il est noir. C'est très dur de dire ça. Alors, bah oui, je sais, mais... Julien Audoul a déclaré ce matin Assa Traoré est mort. Non, Adama Traoré. Pardon, Adama Traoré est mort parce que c'est une racaille, pas parce qu'il est noir. Qu'as-tu à lui répondre? Voilà ce que représente cette vraie France. Si la racaille des partis politiciens devait mourir, ils mourraient tous un par un, et lui le premier. Nous avons des délinquants et des racailles qui se trouvent, qui ont traversé l'Élysée depuis plusieurs années et qui sont encore vivants. Donc oui, cet homme est un raciste, cet homme véhicule la haine, cet homme est invité sur une chaîne de plateau pour véhiculer la haine et la division. Et ça, c'est quelqu'un qu'on écoute. Mon frère est mort parce qu'il était noir. Mon frère est mort parce que ces gendarmes étaient des racailles. Mon frère est mort parce que ces gendarmes ont eu un droit de mort sur sa vie. Donc, la justice va en découdre et qu'ils viennent s'expliquer sur la racaille d'Adama Traoré et si mon frère méritait la mort. Est-ce que l'un d'entre vous peut lui demander d'ailleurs si elle envisage de porter plainte contre lui? À ça, Christophe te demande si tu envisages de porter plainte contre Julien Audoul. J'en discute avec mon avocat, on verra. Je n'ai pas encore pris connaissance de ce qu'il a dit, mais de toute façon, on ne laissera passer aucune accusation contre mon frère. Et chaque personne qui fera une accusation contre Adama Traoré, contre mon frère, bien évidemment, on aura les conséquences judiciaires. Dernière question, Assa Traoré, pourquoi il faut venir samedi à 14h30 place de la République? Nous sommes plus dans le temps et j'ai envie de dire à ce monsieur que le temps de l'esclavage est fini, le temps de la colonisation est fini. Nous avons le droit de s'exprimer, nous avons le droit de dire ce qu'on veut. La peine de mort est terminée. Il n'a pas de droit de mort sur la vie de mon frère et que son côté colonisateur, ça ne marche plus sur nous. Le colon qu'il est n'aura aucun impact sur notre combat.
Alors, je sais qu'elle est prise par le temps à sa Traoré parce qu'elle Dernière enchaîne avec question, Quotidien. à ça. Dernière question. On sait que tu es pris par le temps, que tu es attendu chez nos confrères Le Quotidien. À ça, que peux-tu dire à tous ces gens qui t'écoutent, qui écoutent France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum, pourquoi il est important d'être présent samedi 13 juin à 14h30 pour le rassemblement et la marche qui partira de Place de la République et qui se terminera à Opéra. Pourquoi est-il important d'être présent? C'est très important d'être là. Aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, c'est l'avenir de la France. C'est l'avenir de la France à tout le monde. C'est l'avenir d'un peuple. Ce qui va se jouer là, c'est un mouvement et un tournant qu'il faut prendre pour dénoncer les discriminations, proclamer la justice. Et quand on voit qu'en France, sur des heures où c'est très écouté sur des chaînes de télévision, on peut inviter des personnes racistes et qui véhiculent la haine, on a envie de dire où va ce pays et dans quel sens. Et c'est très dangereux. Donc bien évidemment, il faut être nombreux. On sera très nombreux et il faut être là et demander la vérité, la justice pour Adama et la mise en examen des gendarmes, que la colonisation c'est fini, l'esclavage c'est fini et que toutes les personnes qui ne seront pas là participeront à ça. Merci beaucoup, Assa Traoré. Merci infiniment, Assa Traoré, pour ta présence. Sache que notre antenne, notre chaîne et notre radio, France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum, seront toujours là pour te donner la parole et pouvoir, à notre manière, à notre façon, lutter contre ces injustices médiatiques dont tu as fait preuve, toi, Assa Traoré, le collectif Justice pour Adama et toutes les familles de victimes qu'on n'a pas citées ce soir, mais qui sont, à travers ton message, à travers ton appel, représentées samedi. Nous en sommes sûrs. Sois la bienvenue chez nous. Merci Assa. Merci beaucoup. Voilà. Bon, merci beaucoup, Assa Traoré. Donc, vous l'avez compris, une femme quand même courageuse qui combat depuis 4 ans maintenant, depuis la mort de son frère. Une petite réaction, Morudi, à ce qu'a dit Assa Traoré. Et est-ce que tu y seras, toi, samedi prochain? Je vais essayer d'être là, en tout cas. Mais oui, non, après, je souscris à cette volonté, effectivement, d'obtenir. Alors, je me permets juste de te couper 2 secondes, juste pour dire que c'est pas parce que je n'ai pas voulu, pardon, vous poser des questions. On a été pris par le temps. Elle avait vraiment très peu de temps à nous accorder parce que vous vous doutez qu'en ce moment, elle est appelée de partout et elle a raison d'y aller. Et il est important, je pense, de véhiculer le message du comité Adama. C'est l'occasion qui est donnée. Donc, mais Assa reviendra un peu plus longuement une fois que tout cela se sera un petit peu calmé pour qu'on fasse une opération un peu de bilan, de synthèse avec elle et avec le comité Adama. Et dans ces cas-là, vous pourrez évidemment lui poser toutes les questions. Il n'y avait aucunement, parce que je tiens à être transparent, à l'intention que vous ne puissiez pas lui poser des questions. Sinon, je l'aurais dit. C'est un complot. Non. Sinon, je l'aurais dit. Vous me connaissez, je suis non, mais après, de toute façon, à ça, on se connaît un peu. On s'est croisés sur des événements, etc. Régulièrement, quand je peux l'encourager effectivement dans cette lutte pour obtenir la vérité. Donc bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion d'avoir un échange sur une question à l'antenne, mais c'est pas grave. Comme tu dis, on aura à d'autres occasions l'opportunité de pouvoir faire ces choses. Non, alors donc du coup, par rapport à ce qu'elle a dit, oui, de toute façon, sur la question judiciaire, il faut absolument aller le plus loin possible. Le plus loin possible sur la lumière à faire, mais en fait vous voyez ce que je trouve déplorable et c'est sur ça aussi qu'on doit mettre la lumière, c'est cette capacité en fait que malheureusement la justice peut-être dans laquelle il y a peut-être des brebis galeuses aussi sont capables malheureusement de mettre de la lenteur en fait dans les procédures juste parce que ça ne satisfait pas, en tout cas à la vue des éléments consécutifs, par exemple du décès d'Adama Traoré, ça ne satisfait pas l'image que la police véhicule, ça ne satisfait pas l'image que la justice véhicule. Comme il y a aussi des pressions fortes des syndicats de police, etc., un corporatisme fort, en fait, il y a un cas peut-être de mort inhumaine, en tout cas au vu des éléments concordants, etc. Il y a un cas de mort qui est d'une personne qui est morte dans une situation presque inhumaine et indigne, parce que au moment où il est mort, c'est la gendarmerie a mis du temps à contacter la police, plutôt la famille, pardon. Effectivement, quand les pompiers sont arrivés, ils ont refusé de démenoter rapidement Adama Traoré, alors qu'il était
certainement même déjà quasiment morts. Donc voilà, il y a des choses qui sont graves. Et ce qui sort maintenant, c'est pas uniquement les violences policières, c'est pas uniquement des soupçons de racisme qui vont certainement être avérés dans cette histoire, en tout cas. Mais ce qui sort aussi, c'est cette capacité, malheureusement, dans notre justice française, de certains juges du moins, mettre de la lenteur dans les procédures, comme s'ils veulent cacher les choses, etc. Voilà 4 ans, on sait qu'on a 2 témoins, jamais les 2 témoins n'ont été entendus, c'est effarant. Pour une affaire d'un autre type, je veux dire, la justice va beaucoup plus vite. On a vu en fait des comparutions immédiates, on a vu en fait des instructions qui se faisaient hyper rapidement, on a vu des gens être incarcérés et même condamnés avec une certaine rapidité, ça dépend des dossiers encore une fois, mais là, ce qui sort effectivement, c'est l'envers du décor, cette capacité que, au sein de nos institutions, il y ait des personnes qui sont capables d'alourdir de façon gravissime en fait des affaires qui ont une rémanence politique. Et ça aussi, on met la lumière dessus. Voilà. Bon, on fait un petit peu de pub, on demandera l'avis de notre ami Razik Métige, pardon, dans un instant, qui a écouté sagement l'interview de Assa Traoré. On est de retour très vite en direct à la radio sur France Maghreb 2, juste après la pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est en direct, toujours les amis, en direct en live sur Christophe Le Grand Forum, sur la page Facebook, sur France Maghreb 2, bien sûr. Vous pouvez commenter, vous pouvez bien entendu interagir, n'hésitez surtout pas et partager. On compte sur vous, c'est important, partagez les amis, pour que cet espace de liberté aussi puisse, grandir davantage, connu de tous, parce que c'est important. On a aussi ce devoir de transmission. Donc n'hésitez pas, partagez un max. Je compte sur vous, nous comptons sur vous. Razik, t'as écouté l'interview d'Assa Traoré, enfin, rapide interview d'Assa Traoré. Qu'as-tu à dire? Déjà, bravo à elle. C'est presque un modèle de grande sœur. Voir qu'elle a mis sa vie entre parenthèses et qu'elle sacrifie tout pour justice et pour rendre honneur à la mémoire de son frère et pour rendre honneur et justice à sa famille. Chapeau à elle. Quelques éléments déjà sur l'affaire, sur le dossier. Rudy Kazik disait que c'était une mort quasi inhumaine. Moi, j'irais un peu plus loin, c'est une mort inhumaine. Pour avoir quelques éléments, il faut savoir lorsque les pompiers sont arrivés, il y a eu altercation pour que les pompiers soient appelés. Au final, les pompiers ont été appelés. Lorsque les pompiers sont arrivés, Adama Traoré, qui a agonisé, qui était peut-être et sûrement en train de mourir, était encore menotté. Il y a dû avoir un forcing et presque une engueulade entre les pompiers et les gendarmes pour que Adama Traoré soit démenotté pour que les pompiers puissent lui administrer les premiers soins. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. C'est la première chose. La deuxième chose, des amis Adama Traoré se sont présentés, des amis, la famille d'Adama Traoré se sont présentés à la gendarmerie. Adama Traoré était déjà décédé. On a dit à la famille qu'Adama Traoré allait bien. On a dit les gendarmes ont dit à la famille qu'ils allaient lui donner le repas que la famille était venue déposer à la gendarmerie. Enfin, réellement, alors que la personne est morte, oser dire ça à la famille pour gagner du temps sur la vérité est une forfaiture sans nom. Ensuite, une autre chose. En France, moi, j'invite tout le monde, et réellement, si vous avez le temps, j'invite tout le monde à lire la Constitution de la Ve République. Si vous trouvez le terme de pouvoir judiciaire dans les titres de la Constitution, je vous paye le restaurant. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire en France, on parle d'autorité judiciaire. Pourquoi est-ce qu'on parle d'autorité judiciaire? C'est que la justice en France n'est pas indépendante. Elle est dépendante du pouvoir exécutif. Alors là aussi, il faudra peut-être qu'un jour on se pose la question, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. Je pense à Montesquieu de l'Esprit des lois, qui écrit noir sur blanc en 1748, donc il y a quasiment 3 siècles de cela, que par la force des choses, il faut que par la disposition du pouvoir, en séparant le pouvoir, on permette justement de le canaliser. Je le paraphrase. En gros, si le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne sont pas séparés, la démocratie n'est pas idéale. Aujourd'hui, la France de la Ve République n'est pas une démocratie idéale. Le pouvoir judiciaire, je ne vais pas dire qu'il est entre les mains du pouvoir exécutif, le mot il serait trop fort, mais le pouvoir exécutif a un moyen de pression sur l'autorité judiciaire en France et pas sur le pouvoir judiciaire. Réellement, on a cadré
le système français pour que le pouvoir exécutif monopolise quasiment l'ensemble des pouvoirs. Il faut se poser la question, encore un élément, on parle de corporatisme, on a affaire à un corporatisme forcené. Et c'est bien là où le bas blesse. Souvent, lorsqu'on a des affaires judiciaires qui traitent de bavures policières, les personnes qui vont instruire le dossier sont des policiers. L'entrisme est on ne peut plus prégnant. Ça veut dire que si demain, un journaliste commettait une erreur dans l'exercice de ses fonctions, ce sont d'autres journalistes, ce sont ses pairs qui vont le juger. Il faudrait peut-être sortir un petit peu de ce process-là. Et enfin, un dernier élément, parce que là, on extrapole, on parle de police, on parle de gendarmerie, mais dans la réalité des faits, ce sont des corps qui sont tiraillés par la société française, par les débats de la société française. Il faut le dire, dans la gendarmerie, le premier parti politique, le premier récipiendaire des voix des gendarmes et des policiers en France, c'est le Front National. Donc, dire qu'aujourd'hui, que la police est raciste, c'est quelque part un peu gros, mais dire que la police et la gendarmerie est composée de racistes, il me semble que c'est la réalité française. Bon, mon Razik, d'ailleurs, tiens, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les municipales, deuxième tour 28 juin prochain. À Bobigny, c'est toujours le bazar? Bon, c'est une blague sans nom, non mais réellement. Vous voulez une confidence? Vas-y. J'ai accompagné mon père chez le médecin aujourd'hui. Oui. Le médecin, dans l'exercice de ses fonctions, m'a appelé à voter pour Christian Bartholmé. Quoi? Pour vous dire, je vous rajoute pas une virgule. Le médecin, dans l'exercice de ses fonctions, il est lui-même sur la liste. Il est lui-même sur la liste de Christian Bartholmé, de la liste UDI. Et dans l'exercice de ses fonctions, on a un mélange de genres qui est absolument risible. On a des gens qui étaient avant à l'extrême gauche qui appellent à voter à l'UDI. On a des gens qui étaient sur des listes de gauche et d'extrême gauche qui appellent à voter pour l'UDI. On est dans un capharnaüm sans nom et réellement vivement le 28 juin qu'on tourne la page de ces 6 ans de malheur. Ça veut dire qu'il y a quand même une chance pour qu'il passe encore? Ah, mais bien sûr, malheureusement, bien évidemment. On a eu un taux d'abstention tellement élevé que les réserves de voix peuvent faire la différence. C'est la première chose. Deuxième chose, ils ont essayé de parasiter l'élection municipale en faisant miroiter à ceux qui ont voulu croire que le loyer serait offert. Moi, je vous le donne en mille. On a reçu nos 3 quittances de loyer. Il n'y a rien qui a été offert. Ça a été voté au conseil municipal. C'est sur le bureau du préfet pour en Non, mais un docteur qui t'invite à voter. C'est incroyable. Pour l'élection, c'est incroyable quand même. Non, que lui as-tu répondu? Que lui as-tu répondu, Razik? Je lui ai dit qu'il était mal tombé, que j'étais connu comme le loup blanc et que j'étais l'un des premiers opposants à Bartholmé. Il m'a ensuite parlé du système communiste qui ne valait pas mieux. J'ai dit que j'étais l'un des premiers opposants au système communiste et que malheureusement, dans le cas qui nous a imparti, entre deux mots, il fallait choisir le moindre mal. Je choisis le mal communiste. Enfin, clairement. Après, parce que là, c'est dit un peu méchamment. Il y a un adage qui dit en France, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. On est au deuxième tour, je choisis d'éliminer le candidat UDI. Clairement, demain, et pour être totalement précis, demain, si on me mettait un panda, si on me mettait un corbeau, si on me mettait ce que vous voulez contre l'UDI, je voterai avec les deux mains pour le panda. Sans discussion aucune. À Saint-Denis, c'est aussi le bazar et la majorité en place et risque de perdre la ville, hein. Oui, j'ai vu ça. Et il y a de la friture dans la ligne entre la France insoumise et le Parti communiste qui se sont déchirés, qui vont sûrement offrir Saint-Denis au Parti socialiste. Oui, à Mathieu Hanotin. Absolument, ça serait une révolution. Enfin, de la banlieue rouge. C'est Bailly Bacayou qui est tête de liste là-bas. Absolument. Tête de liste pour la FI, mais il y a aussi une tête de liste communiste. Non, on est de retour, les amis. On est de retour à la radio, en direct à la radio sur France Maghreb 2, pour le grand forum, le LGF. Vous avez entendu il y a quelques instants Assa Traoré, que vous pourrez d'ailleurs voir chez nos confrères de Quotidien tout à l'heure. Elle était chez nos amis de Click, de Mouloud Achour hier soir. Voilà, c'est la grande tournée générale, j'ai envie de dire médiatique. Est-ce qu'il faut s'attendre à une marée noire samedi? Rudy, je pense que oui, hein. La marée noire, elle va être au rendez-vous. Quand je dis marée noire, attention, sans jeu de mots, c'est pour dire qu'il y aura du monde, quoi. Non, mais, de toute façon, t'inquiète pas, il n'y aura pas d'amalgame, etc. Non, on ne sait jamais, je préfère préciser parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens avec un esprit mal placé qui peuvent toujours interpréter les mots. Donc, on est obligé sans cesse de s'auto-censurer quelque part parce que, voilà, par peur que nos propos soient déformés.
Tout à fait, ouais, non, mais de toute façon, je pense qu'il y aura du monde, hein. Il s'agit d'une mobilisation nationale. Il y a quand même une conférence de presse qui a été faite, bon, pour parler de plusieurs points, mais notamment pour faire cette annonce. Donc, je pense qu'il y aura énormément de monde. Pourquoi? Parce que il a été pris conscience aussi de la capacité, la force de frappe, en fait, que le mouvement Vérité et Justice pour Adama est capable, en fait, de manifester, quitte même à faire bouger, je dirais, le gouvernement. Non, là, je pense vraiment que il y a il y aura du monde, hein. Et sans faire pied de nez avec ce que tu dis, non, moi, je pense que ce sera noir, blanc et maghrébin de monde, si tu vois ce que je veux dire. Parce alors, que mardi, c'est c'était intéressant, vraiment Rudy. représentant. C'est intéressant Ouais, parce pardon, que vas-y. aujourd'hui on en parle dans les médias. Je vais demander à Philippe Boyaki qui était sur place ce matin pour la conférence de presse. Est-ce que il y avait beaucoup de journalistes de grands médias présents à cette conférence de presse, Philippe, ce matin? Philippe Boyaki, il est où encore? Je suis là, je suis là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de journalistes de grands médias ce matin à cette conf? Oui, alors bah, oui, ils étaient là. Après, tu penses bien que qu'ils ne pouvaient plus ne plus être là après ce qui s'est passé le 2 juin. Il y avait BFM, il y avait Europe 1, il y avait RTL, il y avait CNews, mais lorsqu'ils vont dans des trucs comme les Gilets jaunes ou la banlieue, qui ne mettent plus leur logo, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont peur. Ah, parce qu'il y a peut-être 2-3 lascars sur leur chaîne, peut-être. Ouais. Et donc, par conséquent, on était, je pense, à peu près une trentaine, mais il y avait beaucoup d'indépendants. Il y avait des gens de France 24, de France Télévisions, 3 journalistes différents de France Télévisions, et bien sûr France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum. Eh oui. Donc Mais- ça, mais- Rudy, il faut dire que ça. Oui, on peut retrouver l'intégralité de la conférence de presse sur Christophe Le Grand Forum. Ça, Rudy, ça aurait été une affaire, enfin, l'affaire Adama Traoré, il y a 3 mois, une conférence de presse, il n'y aurait eu personne. Exactement. Et c'est là où en fait on voit l'impact déjà de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le décès de George Floyd, enfin le meurtre de George Floyd, plus donc l'affaire Adama Traoré, mais pour lesquels il y a cette lutte pour obtenir la vérité et la justice depuis 4 ans. J'aime bien les médias qui disent oui, mais Assa Traoré elle récupère le mouvement, mais d'accord, mais qui ne le récupère pas? C'est pas une récupération, c'est une lutte légitime de vouloir s'inscrire effectivement dans l'impact mondial qu'a suscité la mort de George Floyd pour venir parler des mêmes cas qui concernent du même cas qui concerne le décès de son frère. C'est tout à fait normal d'en parler. Et on a vu effectivement l'impact que ça a généré au point maintenant que le gouvernement est obligé de bouger, que les médias sont obligés maintenant de s'intéresser davantage à elle, alors que les manifestations qu'elle a pu faire auparavant n'ont pas fait bouger beaucoup de médias. Il y avait des fois où elle se retrouvait à Paris, les médias ne venaient pas. Donc il y avait peut-être pas on peut dire presque une forme de boycott, presque un boycott en réalité de son mouvement. Aujourd'hui, c'est mis sur la place publique et en plus on a davantage de précision sur tout ce qui s'est passé, ce qui fait que en rémanence avec ce qui s'est passé avec George Floyd, où vraiment on a le sentiment on sait que c'est un crime raciste, en fait avec l'affaire d'Adama Traoré et tous les détails qui sortent, on se rend bien compte que là il y a un problème et avec la gendarmerie de façon concomitante aussi avec la police dans toutes les autres affaires de violences policières qui sont sorties ces derniers temps, et aussi un problème avec ces 2 juges d'instruction qui ne veulent pas en fait instruire l'affaire. Donc vraiment le mouvement est rentré en fait dans quelque chose d'historique. Et là tout à l'heure en antenne on en discutait. Je disais que vraiment c'est même émouvant de voir qu'une sœur est capable de se battre en même temps dans la souffrance d'avoir perdu son frère, peut-être même qu'elle a peut-être même pas fait le deuil de la mort de son frère parce que l'affaire n'est pas élucidée. Il y a plein de familles, même dans les victimes d'attentats, qui ne font pas le deuil jusqu'à temps que la lumière soit faite sur les histoires. Donc là, elle se bat, elle est encore en souffrance par rapport au décès de son frère. Quand elle voit ses parents, et sa famille tristes de tout ce qui s'est passé, tout ça, ça nourrit une détermination à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que souvent, on va parler d'Assa Traoré comme ça, mais on pose pas aussi le débat sur la dimension humaine que revêt cette affaire. C'est un drame familial, c'est un drame national. Et aujourd'hui, les gens commencent à être sensibilisés, ce qui fait que dans les manifestations, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des gens de toute origine, des Maghrébins, des Asiatiques, etc. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et il a fallu tout ça de souffrance pour arriver à ce résultat. Et c'est pas fini.
que derrière, il y a aussi la question du racisme qui sort, la question, voilà, racisme, discrimination à l'embauche, etc. Il y a la question aussi par exemple, de la représentativité dans l'espace médiatique de toutes ces personnes qui sont d'origine diverses et variées, etc. Ça ouvre vraiment des perspectives vers quelque chose de nouveau. Et pour une fois, j'espère par contre que ce ne sera pas comme après 1983, où les choses ont été un peu étouffées. Il ne faut pas du tout que Vérité Justice pour Adama se fasse récupérer. Il ne faut pas qu'il se fasse récupérer comme ça a été le cas après la marche pour l'égalité, pour SOS Racisme, etc. Il faut vraiment qu'il reste proche du terrain, proche du peuple pour dénoncer les violences policières avec une volonté de construire un collectif commun. On rappelle, ce soir, et on en parlait d'ailleurs hier, SOS Racisme organise cette manifestation Place de la République à 19h. Philippe Boyaki est sur place. Est-ce que la Place de la République commence un peu à se remplir? De quelle manière? Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance, mon Philippe? Alors, Christophe, c'est 18h et pas 19h. Ah d'accord, pardon. Ah ouais, non, faut être sérieux, on est comme sur le Grand Forum, là. Hein. On donne les choses Oui, bien possibles. sûr, absolument. Ouais. Alors, non, alors pour l'instant, non, c'est vraiment très, très calme. Il y a des badauds, il y a des gens qui rentrent et qui passent. Beaucoup de gens se posent des questions. Il y a un camion de location qui est arrivé pour sortir les banderoles et sûrement les enceintes. Il y a le premier dispositif de service d'ordre d'SOS Racisme qui est arrivé. On a vu des petits jeunes qu'on aurait pu voir aux jeunesses socialistes d'ailleurs, tellement qu'ils se ressemblent, qui sont arrivés avec leurs petites mains. C'était mignon, sur le côté marqué « Touche pas à mon pote ». Voilà, pour l'instant, c'est… Ça donne de l'urticaire à Razik. Ça donne envie. Ah non, ça donne envie, vraiment. La main touche pas à mon pote, c'est une main mythique. Mais en plus, les politiques doivent être là, en plus, Philippe, les politiques du PS. Ouais, mais ils vont arriver, c'est à 18h, ils arriveront à 18h05, 18h10. Ils sont rodés. Ah, si tu veux, et puis ils vont se mettre devant la pancarte ou je sais pas ce qu'il y aura. Évidemment, pour la photo, et on les prendra en photo. Voilà. C'est terrible. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est assez calme. C'est à partir de 18h et non pas 19h. Alors, il y a la protection civile qui est déjà là. Hein. La protection de La protection civile. Ah. Je suis un petit peu plus loin. Pour être honnête avec vous, pour pouvoir être un petit peu tranquille tout à l'heure, je vais au pipi room. Tu vois donc je fais la queue, mais je suis à 30 mètres. Ah, la protection civile, ils sont arrivés en force. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est pas la peine. On pouvait laisser qu'un seul véhicule, ça va être suffisant. Voilà. Bon, Yaki va pas te faire embarquer avant la manif. Alors, on sait jamais. Ils sont un peu tendus en ce moment. Vous savez qu'on parle beaucoup d'eux. Ils sont vilipendés dans tous les médias. On parle du racisme dans la police. On parle de leur violence. Et ça a tendance un petit peu. Ouais, les syndicats sont très à bout de nerfs. D'autant plus, justement, quelle transition, que Castaner a parlé hier et que les syndicats de police considèrent que Castaner a un peu lâché la police pour le coup. Hier, effectivement, il a parlé lors d'une conférence de presse, une déclaration sur l'interdiction notamment de l'enseignement des techniques d'étranglement dans les écoles de police et de gendarmerie. Eh bien, il en a parlé. Est-ce que vous pensez, puisqu'il a dit que ça serait désormais interdit, est-ce que vous pensez que c'est un effet d'annonce, que cette annonce qu'a faite Castaner, Razik? Alors, juste pour finir sur Assa Traoré, juste une dernière chose, il me semble qu'elle a utilisé l'excellent mot et ils le mettent en pratique. C'est un rapport de force. La famille Traoré est en train d'imposer et de s'imposer dans un rapport de force aux politiques grâce à cette manifestation, grâce au fait qu'ils ont réussi à avoir une force de frappe médiatique, symbolique dans les réseaux sociaux qui font qu'ils sont indépassables, incontournables pour aborder ce problème-là. Et force est de constater, comme l'a rappelé Assa Traoré, qu'ils ont obtenu déjà des victoires. Je pense à la victoire de fait qu'il y a eu quelques années de dépayser l'affaire, le fait de transférer cette affaire à un tribunal pour dépassionner, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de prises possible. Et je pense aujourd'hui au fait que des témoins qui avaient été refusés d'être entendus par la gendarmerie vont être de force entendus par la gendarmerie pour faire aboutir cette affaire. Et je pense au travail exceptionnel que leur avocat, Maître Bouzrou, que je salue, a abattu sur ce dossier pour justement faire bouger les lignes. Et les lignes sont en train de bouger. Il faudrait que ça soit vraiment un modèle pour les autres familles victimes de violences policières, de s'inspirer de ce que ont fait la famille Traoré pour justement faire bouger les lignes. Ça, c'était la parenthèse pour répondre sur les annonces de Castaner. Maître Bouzrou, d'ailleurs, pour la petite info, Maître Bouzrou, c'est quelqu'un qui n'aime pas justement faire de la médiatisation à outrance. Il préfère agir dans l'ombre. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on lui a retiré le dossier de l'affaire Tariq Ramadan. Complètement. Et il est excellent.
Il est excellent, il obtient des résultats lorsqu'il est pris sur des Exact. affaires, il Ouais. est excellentissime. Et pour répondre sur Castaner, moi je vais vous dire, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Ça veut dire que les effets d'annonce qu'on a eu là depuis 72 heures, je les prends, j'en prends acte concrètement. Là, le Premier ministre était aujourd'hui à l'Assemblée nationale et devant la représentation nationale a encore vilipendé le racisme qui ne devait pas être présent dans la République, dans la police républicaine. J'en prends acte, mais pour autant, je demande à voir. Ça veut dire que la police a été tellement impliquée dans des affaires, la concernant, a été impliquée tellement dans des bavures, a été impliquée tellement dans de l'entrisme où justement l'IGPN couvrait ses homologues, ses collègues, qu'on est légitimement en droit de se poser la question s'il va y avoir une réalité suite à ces effets d'annonce. Et encore plus, comment le dire tranquillement. Le confinement, le confinement a vu des images se répéter dans les quartiers où réellement la pression policière a été exacerbée. Le fait aujourd'hui que le gouvernement rétropédale n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire réellement, nous demandons des actes. Le fait que le ministre de l'Intérieur, Castaner, s'engage sur le fait que la clé d'étranglement ne sera plus enseignée, ne sera plus mise en pratique, est quelque chose de bon à prendre. J'ai aussi pris acte du fait qu'il souhaite équiper les policiers de caméras pour justement faire la lumière au cas où des affaires de bavure policière arriveraient. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais encore une fois, je ne crois que ce que je vois pour l'instant, ce sont des effets d'annonce. Et je demande à voir malheureusement. Donc car, tu votes oui, effet d'annonce pour l'instant. Pour l'instant, effet d'annonce. Et la dernière chose, si moi-même je n'arrive pas à y croire, c'est que le rapport de confiance entre la police et la population a été ébranlé. Je pense à l'affaire Ziad Ebouna. Sur l'affaire Ziad Ebouna, il y a eu peut-être 10 ans de procédures judiciaires qui ont abouti à un non-lieu. Moi, je fais partie de cette génération en fait qui s'est engagée en politique suite à cette affaire Ziad Ebouna, enfin cette affaire suite à ce drame Ziad Ebouna et suite aux émeutes de 2005 où on se disait qu'on était représenté par personne et qu'il fallait que peut-être qu'on le fasse nous-mêmes pour justement faire avancer nos intérêts. 10 ans après une procédure, on a vu que malheureusement que la montagne avait accouché d'une souris et qu'entre-temps, en plus, on avait eu des effets d'annonce de politique qui nous expliquaient que oui, toute la lumière, avec les grands poncifs, toute la lumière, toute la justice sera faite sur ces événements. In fine, on a eu un non-lieu sur cette affaire. Donc vraiment, lorsque les politiques s'engagent sur quelque chose, moi j'attends toujours de voir. Je suis comme ça, Thomas, je crois que ce que je vois. Oui. Mais Christophe. Aurélie. Pardon, Ouais. je rappelle juste qu'on pose la question. Effet d'annonce ou pas, c'est la question que l'on vous pose sur Twitter, le grand forum FM2, vous y répondez. Et vous qui nous écoutez peut-être, si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez le faire. 01 46 36 19 0. 01 40 33 9000, pardon. Il faut que je m'habitue. 01 40 33 9000. Ou également en commentaire sur Facebook. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on y aille. Si l'un de vous trois peut se faire un peu l'écho des commentaires depuis tout à l'heure, ce serait bien. Parce que c'est bon aussi de relayer les commentaires sur Facebook. Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2. Rudy, effet d'annonce ou pas pour Castaner? En tout cas, pour que ce soit un effet d'annonce, il faut qu'on sache si derrière c'est suivi d'actes en fait. Si c'est pas suivi d'actes, de facto, ce sera un effet d'annonce. Mais au moins c'est déjà ça. C'est déjà ça. Maintenant, ils ont cédé effectivement à la pression médiatique. Effectivement, c'est un coup de force énorme d'avoir réuni 80 000 selon effectivement les organisateurs, mais même de l'aveu de certains policiers, il y en avait plus de 20 000. C'est un coup de force terrible et c'est que comme ça effectivement que les choses ont pu bouger. Maintenant, ce que moi je déplore, c'est que dans les annonces qui ont été faites, il n'a pas été fait l'annonce de mettre fin en fait au contrôle aux faciès. Il n'a pas été fait l'annonce, par exemple, de mesures pour notamment une des mesures qu'on appelle de nos voeux depuis des années, c'est le récépissé. En réalité, la France a été condamnée par la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute juridiction de l'État, pour des rapports, pour des contrôles au faciès. Et la Cour de cassation avait demandé une harmonisation donc de l'arsenal juridique pour éviter que ces choses ne se reproduisent, qu'en fait, c'était un cas d'espèce, mais il fallait pas qu'il y en ait d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé du tout. Donc moi, je pense que le gouvernement doit maintenant aller dans ce sens, effectivement, d'avoir une loi contre le contrôle au faciès et donc des mesures telles que le récépissé, parce que
finalement, le contrôle au faciès, c'est un peu le corollaire donc de discrimination qui existe en fait, qui existe dans la police. Et on est obligé d'aller vers des mesures de ce genre. Et si effectivement le gouvernement, au travers des annonces qui ont été faites, ça va dans le bon sens, mais maintenant il faut graver dans le marbre en fait donc des lois qui vont réellement donc borner certains comportements de la société, y compris ceux des policiers qui sont des citoyens comme tout le monde. Là, en fait, la coupe est pleine. Combien de personnes qui se plaignent de ce genre de choses? On a vu l'histoire de Gabriel, etc. Bon, alors après, il n'est pas avéré que c'est de contrôlé lorsque l'on présente effectivement un phénotype maghrébin, africain, etc. Là, les mesures vont dans le bon sens parce que le gouvernement a été obligé, mais maintenant, il faut graver dans le marbre des mesures qui vont vraiment encadrer le comportement des policiers déviants, pas tous, mais des policiers déviants, pour préserver les citoyens que les policiers doivent préserver en premier lieu et non pas les attaquer. Alors moi, ce qui m'interroge, quand même, j'en parlais avec des amis hier, je disais, mais en fait, dans ce pays, il y a pas vraiment d'indépendance médiatique parce que vous avez pu remarquer quand même que dès lors qu'il y a un sujet qui apparaît dans les médias, c'est tout le monde qui suit derrière. Et aujourd'hui, on n'a pas un média qui va se distinguer, nous offrant une diversité dans l'information. Il y a un débat effectivement qui est très important, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est un débat que nous cessons de rappeler et de commenter depuis des années maintenant dans ce LGF. On en prend acte et on est là parce qu'on a aussi notre parole à faire valoir. Mais ce qui m'interroge quand même dans ce pays, c'est que ce soit sur les grandes radios, et vous les connaissez tous, Europe 1, RTL, RMC, vous écoutez les journaux. C'est vraiment dans le même ordre, quasiment les mêmes informations. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes rédacteurs en chef. Idem à la télé, sur les chaînes d'infos, BFM, CNews, LCI et France Info. Vous avez exactement les mêmes infos. Il suffit, par exemple, que demain, on lance une information importante, ça prenne de l'ampleur sur Twitter, parce que beaucoup de journalistes aujourd'hui regardent ce qui se passe sur Twitter, ce qui est entêté, en top tweet, comme on dit, et une polémique naît, et tout de suite, ça transparaît dans les médias. Aujourd'hui, on a vraiment... Je discutais avec des journalistes qui parlaient de ce genre de choses-là. Non, mais Rudy, t'es pas d'accord avec moi? Je veux dire, aujourd'hui, oui. Il y a rien qui différencie RTL d'Europe 1, je veux dire LCI de CNews en matière d'information. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le journalisme, en fait, n'est plus le journalisme de l'époque. Il y avait des journalistes d'investigation, des journalistes qui allaient chercher l'information. Aujourd'hui, l'information, ils vont la chercher dans les dépêches AFP. C'est pas moi qui le dis. C'est des journalistes indépendants, des journalistes qui sont dans des syndicats de journalisme, etc., qui mettent en avant ce problème. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'ils suivent en réalité tout ce qui fait polémique dans la société, c'est-à-dire ils regardent les topics sur Twitter, sur Facebook, etc., et ensuite ils suivent en fait cette voie pour parler de choses dont on parle déjà, pour un peu comme dans la société qui est en train de s'ubériser, en réalité obtenir le plus de likes, de clics, de vues, etc. Et pour augmenter, pour montrer à quel point leur audimat a augmenté, parce que c'est de cette manière aussi que les journalistes gagnent leur vie. Donc effectivement, la profession a changé depuis des années, et malheureusement, on va vers ce qui fait de l'audimat, et c'est un peu le cas aussi de BFM TV. BFM TV travaille beaucoup plus de sujets qui parlent du président de la République, qui parlent du gouvernement, mais surtout sur 24 heures sur 24, donc d'informations continues, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe à d'autres endroits de la France et sur d'autres domaines. Pourquoi? Si on a le droit mais dans le monde, Rudy, ou même dans le monde, bien évidemment. Il se passe des choses extraordinaires dans le monde en ce moment. 24 heures sur 24 d'informations, on a la capacité de pouvoir savoir ce qui se passe à Paris, ce qui se passe dans les provinces et ce qui se passe dans le monde. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, on a vraiment le sentiment que l'information converge vers des éléments finalement qui ne nous permettent pas d'avoir une perspective réaliste de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le pays. Est-ce que c'est volontaire? Je pose la question. Voilà, je sais pas. Très bien. Mais en tout cas, on est d'accord. Ça n'aide pas. On est d'accord. On est totalement d'accord.
Juste un Je petit vais truc, laisser pardon. finir. Après, les gens, ils vont s'étonner que les gens aillent sur Internet et qu'après, ils tombent dans ce qu'on appelle les fake news. Après, il faut bien informer les gens pour pas, en fait, qu'ils aillent vers des fake news. C'est ça, la C'est réalité. vrai que c'est Sinon, le meilleur l'info, ils vont moyen la de chercher lutter contre eux-mêmes. les fake news, c'est vrai. Razik, Oui, clairement, on est dans une époque où l'uniformisation est en train de tout avaler sur son passage. Je me souviens, s'il y a encore allez, une dizaine d'années de cela, si vous mettiez LCI, si vous mettiez iTélé et si vous mettiez BFM, vous pouvez voir une véritable ligne éditoriale, ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Aujourd'hui, essayez de me démontrer quelle est la différence entre la ligne éditoriale entre LCI, entre BFM et entre CNews. C'est très compliqué. C'est la première chose. La deuxième chose, sur la formation des journalistes. Moi, j'ai été dans une école de sciences politiques où on formait aussi en cumulatif des journalismes. À l'époque, ça avait du sens. Aujourd'hui, les journalistes sont formés pour essayer d'attraper le scoop le plus rapidement possible avec le moins de travail possible. Je caricature à peine. Et la troisième chose, on est dans une ère, dans une époque où l'audimat porte tout sur son passage. Ça veut dire, peu importe si le contenu est intéressant et même peu importe si le contenu est véridique ou peu, l'essentiel de la publication, l'essentiel de la diffusion est de faire parler de soi et d'être vu. C'est enfin, comment dire, le moyen est devenu une fin en soi. Avant, on voulait informer le plus de monde possible. Maintenant, on veut toucher le plus de monde possible. Et je pense que c'est une révolution ontologique. Et enfin, la dernière chose, c'est pour ça que ces médias-là sont en crise. Aujourd'hui, qui pense sincèrement que tout ce qui est dit sur BFM, qui pense sincèrement que tout est vrai ou que tout est dit de manière objective? Personne ne le pense. Même dans le traitement de l'information, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Et c'est pas pour rien si des réseaux sociaux, si des influenceurs, si des youtubeurs font presque plus d'audience, ont plus d'impact que ces chaînes qui payent des millions d'euros pour être diffusées sur les chaînes de grande écoute. Il y a donc des questions à se poser. Et je pense que heureusement aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les outils Internet, où la révolution technologique nous permet à tout un chacun de devenir presque journaliste et presque parfois d'être meilleur que ceux qui sont à l'écran. Et on trouve notre public. Et on retrouve d'ailleurs un bel exemple pour les données. On a notre journaliste Bouriaki, déjà place de la République, prêt à relater, à vous montrer ce qu'il voit. Vous voyez, il va pas être je pense qu'il est important voilà. Lui, il va te relater ce qui se passe là-bas sur le terrain, tu vois. Il est là. Eh ben, il y a du monde, hein. Ah, il y a du monde, Philippe. Ah, il y a du monde. Ça commence. Bon, allez, on se retrouve juste après la pub, les amis. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Ah, je fais transpirer Ethan, le pauvre. Philippe, Philippe, il y a du monde, dis donc. Place de la République, ça commence à se remplir, là. Du monde, tout est relatif, Christophe. Si tu considères qu'une centaine de personnes, 150 personnes, quand tu enlèves les médias, c'est du monde. Si tu enlèves les gilets jaunes, ouais, il y a du monde. Hein. Ouais, Razik. Bon, on est un peu plus que ce que tu avais prévu, quand même. On est un peu plus, mais j'avais pas la donnée que les gilets jaunes appelaient à manifester. Moi, ça me pose des questions. Je le dis tranquillement. Ça te pose quoi? Ça me pose quand même question. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi ça te pose question, Razik? T'as l'impression qu'il y a une récupération des gilets jaunes par SOS Racisme? Ouais, que les gilets jaunes répondent à un appel lancé par SOS Racisme en termes de ligne politique, ça me pose des questions. Ouais. Alors non, oui. Razik, je suis avec Jamel. Christophe, tu vas pouvoir lui poser des questions. Jamel, qui est une figure des gilets jaunes parisiens. Très bien. Posez-lui votre question, vous allez voir s'ils ont répondu à l'appel de SOS Racisme. Ils vous écoutent. Bonjour, Jamel. Oui, bonjour. Comment tu vas? Bon, alors, bonjour et bienvenue dans le Grand Forum sur France Maghreb 2 en direct. Ouais. Et c'est vrai qu'on se posait la question quand même de participer à une manifestation à l'appel de SOS Racisme. Ouais. C'est un petit peu particulier quand même que les Gilets jaunes puissent y venir. Pourquoi? Parce que nous, on dénonce les violences policières depuis le 17 novembre 2018. Donc voilà pourquoi on est là aussi. Je ne sais pas si tu vois pourquoi on est là. Et puis aussi les violences policières, bien avant le mouvement Gilets jaunes, il y a toujours eu des violences policières. Oui, mais justement par rapport à l'appel des SOS Racisme, quand même, qui est en matière de récupération. Ouais, mais effectivement, j'ai eu une discussion avec une des figures des Gilets jaunes tout à l'heure au téléphone, donc j'ai demandé de venir. Effectivement, il m'a dit que
vu qu'il va y avoir des politiques qui vont venir, et il y a une forme de récupération, comme tu dis, politique. Oui, ça en matière de SOS Racisme. Est-ce qu'ils étaient au rassemblement pour la vérité et justice pour Adama Traoré, les Gilets jaunes? Pour le comité Adama? Oui, vous y étiez, vous, les Gilets jaunes? Est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous prévoyez d'y être samedi? Bien sûr qu'on va y être. Il y a Priscilla qui va y être, on va y être, nous tous, et on sera là pour samedi. Ouais, parce que Assa Traoré a déjà participé à des manifestations des Gilets jaunes pour montrer aussi la vision. Elle nous a donné quand même la parole dans les tribunes lors des manifestations du comité Adama. Est-ce qu'il y a possibilité de convergence des luttes justement entre la colère des quartiers populaires et de ce qui s'est passé, et l'affaire Adama Traoré en est un illustre exemple, et les Gilets jaunes, est-ce que la colère du peuple, parce que les Gilets jaunes c'est quoi? C'est la classe moyenne ou la classe pauvre, évidemment, qui s'exprime depuis plus d'1 an et demi dans les rues. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que toutes ces colères puissent s'entendre pour faire une grande action et une convergence des luttes, quoi? Nous, c'est ce qu'on fait depuis le début du mouvement Gilets jaunes. Hein. Tu sais, nous, on a toujours été pour l'union. Hein. J'ai une autre question, Christophe, s'il te plaît, pardon, Jamel. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de saisir ce qui se passe effectivement dans l'histoire pour effectivement d'avoir dans cette convergence, mais carrément en fait rentrer effectivement pour faire un front et qui va permettre d'une certaine manière de relancer les mouvements des Gilets jaunes qui étaient beaucoup plus importants à un moment donné et qui le sont un peu moins aujourd'hui. Ça va peut-être relancer un peu les Gilets jaunes, non? Il y a eu le confinement, mais le mouvement Gilets jaunes, il ne faut pas parler de nous au passé, on est toujours présents de toute façon. Hein. Oui, mais peut-être que ça va relancer le mouvement Gilets jaunes avec des nombres de manifestants plus importants aujourd'hui qu'on en a perdu sur les derniers mois, quoi. Ouais, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en tout cas, oui, on est pour la convergence. Quoi qu'il arrive, on a toujours été pour la convergence. Très bien, merci beaucoup, Jamel, et bonne manifestation. Hein, je t'en prie, je t'embrasse. Il va falloir quand même digérer ça, parce que SOS Racisme, c'est quand même dur, hein, les amis, je vous le cache pas. Bon, merci, mon Jamel, à bientôt. Bon courage. À bientôt. Bon, Philippe, c'est qu'il est très connu par les Gilets jaunes, hein, les gars. Ah, c'est devenu le grand pote des Gilets jaunes, Philippe. Hein. N'est-ce pas? Moi, ouais, écoute, lorsque tu fais en toute objectivité, sans nous jeter des fleurs, mais du vrai travail, du travail du journaliste, on ne va même pas dire du vrai travail, et que tu montres la réalité des choses, d'un côté comme de l'autre. Hein. On est autant apprécié par les Gilets jaunes que par les Black Blocs, que par les Antifa, un petit peu moins par... Et on est de retour en direct à l'antenne. Nous sommes avec Philippe Boriaki, qui est en direct de la place de la République, où SOS Racisme fait appel à cette manifestation à 18h. Et nous étions pendant la pub, mais en live sur Facebook, France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum, en discussion avec Jamel, Gilets jaunes. On lui posait la question, on s'interroge quant à la présence des Gilets jaunes justement dans ce type de manifestation et à l'appel d'un tel collectif qui est devenu aujourd'hui, j'allais dire, un professionnel de la récupération, maintenant SOS Racisme. Ils nous ont expliqué que pour eux, c'était une bonne occasion de pouvoir aussi d'être présents pour les violences policières. Ils ont dit aussi qu'ils seront là samedi à 14h30, place de la République, pour cette marche qui partira de la République jusqu'à Opéra, pour demander justice pour Adama Traoré. Et nous étions d'ailleurs avec Assa Traoré tout à l'heure, qui nous a fait évidemment cette magnifique piqûre de rappel. Alors, Rudy Kazi, Razik Metiche et Philippe Boriaki ici avec nous. Enfin, lui, il est à Paris. On va faire un petit zapping, les amis, parce que j'ai quelques vidéos à vous montrer. Et évidemment, dans les médias, lorsque vous cherchez un petit peu des vidéos à montrer, il y aura beaucoup de choses en rapport et en lien avec les violences policières. C'est le sujet du moment en ce moment. Et la première vidéo que je voulais vous montrer, c'est l'avocat de Gabriel. Alors, Gabriel, c'est ce jeune homme de 14 ans qui, vous le savez, a été arrêté. C'était du côté de Bondy. Et il a été placé en garde à vue parce qu'il était sur une moto volée. Et il en est ressorti avec 3 dents en moins et des coups de pied dans la figure, etc. C'est un jeune homme qui est extrêmement choqué, qui ne peut plus dormir tout seul, qui est marqué. Et on se posera d'ailleurs des conséquences de ce qui s'est passé pour un gamin de 14 ans, pour plus tard. Et c'est son avocat donc qui demande la suspension immédiate
des policiers qui, selon va lui, pas être sont toujours en à fonction. moi de le faire en tant qu'avocat de Gabriel, mais plutôt à la hiérarchie naturelle de ces policiers. Mais force est de constater que ça fait maintenant 15 jours que ce drame est arrivé à Gabriel et 15 jours durant lesquels les policiers continuent à travailler, continuent à exercer leur mission au sens où ils l'entendent. Ça me paraît inacceptable et c'est totalement inconcevable pour Gabriel. Donc j'ai été contraint d'écrire effectivement au préfet de police de Paris, de transmettre copie de ce courrier à monsieur le ministre de l'Intérieur afin que des mesures soient prises. C'est hallucinant quand même d'entendre ça. D'ailleurs, ton avis sur cette affaire Razik, bon, le gamin, 14 ans, il a fait une bêtise, ok, il doit être arrêté, il doit être jugé parce que c'est normal. Mais par contre, ce qui est pas normal, c'est qu'il ressort de cette garde à vue avec 3 dents en moins, des policiers qui se sont défoulés à coups de pied sur sa figure, un gamin qui est choqué aujourd'hui. Ben, c'est ce qu'on appelle l'état de droit, en fait. Normalement, la police est là pour déférer à la justice et la justice traite ensuite et donne la vérité judiciaire de l'affaire. On n'est pas dans un Far West, en réalité. Ça veut dire on a arrêté un minot, un petit de 14 ans, c'est un petit. Il doit être au collège, il doit être en quatrième pour replacer. Pour l'avoir vu, quelqu'un enfin voilà, c'est un enfant. J'ai envie de le dire avec ces mots, c'est un enfant. Un gamin. Donc, c'est un gamin. Donc, on a violenté presque au péril de son intégrité physique, au risque de lui faire perdre un œil. Et on se rend compte aujourd'hui, malgré toutes les déclarations du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, du président sur la République irréprochable, on se rend compte qu'aujourd'hui, les sanctions n'ont pas encore été prises. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois malheureusement, lorsque on ne sanctionne pas, on envoie un message aux autres policiers. On donne presque oui, on couvre presque ces événements-là. Et malheureusement, c'est pas de bon augure. Après, pour replacer dans le contexte, Bondy, je suis dans la ville juste à côté, j'ai de la famille qui habite sur Bondy. Moi, je vis sur Bobigny. Bondy, sur cette période-là, c'est pas pour leur trouver des circonstances atténuantes, loin de là, mais pour donner juste le contexte. Bondy a connu pendant 2 semaines un contexte pré-émeutier. Ça veut dire que tous les soirs, il y avait des tirs de mortier, il y avait l'intervention de la police, on a vu un hélicoptère de la gendarmerie qui était positionné quelques soirées en haut de la mairie de Bondy, parce qu'il y avait vraiment de la tension. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un lien de cause à effet par rapport à ça? Est-ce que Gabriel, malheureusement, a pris sur lui toute la colère des policiers? C'est une question que je me pose, mais quoi qu'il en soit, c'est absolument inacceptable. Il faut que des sanctions déjà à l'échelle de la police soient prises et ensuite que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Moi, je m'interroge quand même, Rudy, sur les conséquences de ce qui est arrivé à ce gamin. Ok, il a fait une connerie. Ok, il doit être déféré devant la justice, arrêté dans des conditions que vous connaissez. Mais ce qui s'est passé pour lui, est-ce que il n'y a pas un risque que ce gamin étant choqué, qu'il y ait une certaine violence, une certaine envie de se venger qui s'exprime chez lui plus tard? On a fabriqué peut-être une future bombe? Ça reste une possibilité parce que il a 14 ans. La question qui se pose après ce traumatisme, parce que c'est un traumatisme, il a dit qu'il avait eu peur de mourir et c'est forcément quelqu'un qui doit avoir du mal à dormir et qui doit subir en fait une sorte de stress post-traumatique. Effectivement, comment est-ce qu'il va se construire psychologiquement ce jeune gamin? Comment est-ce que il va pouvoir continuer d'avoir confiance en la police si tant est qu'effectivement il va arrêter effectivement de faire des bêtises puisqu'il était en train de voler ce scooter, etc. Peut-être qu'il va arrêter de faire des bêtises, mais c'est pas pour autant qu'il va se sentir effectivement une personne normale qui se construit comme toute personne dans la société parce que il y a eu ce rapport de violence avec la police et peut-être un rapport de violence qui pour lui va lui donner le sentiment que peut-être parce que comme il paraît quelqu'un de différent sur le plan phénotypique, etc. Je connais pas exactement ses origines, mais peut-être que de ce point de vue, il va se dire, moi, je appartiens à une autre catégorie de la société. Voilà, c'est ça qui est grave. Derrière aussi, ce qui est grave, c'est encore une fois l'omerta au travers de ce genre d'histoire. Comment est-ce que après effectivement l'enquête va donner l'issue de ce qui s'est et révéler exactement ce qui s'est passé. Mais quand tu vois la version des policiers qui disent que ils sont tombés, le petit en fait a trébuché et en trébuchant le policier est tombé sur lui et que c'est de cette manière qu'il s'est fait mal à l'œil. Quand on regarde son œil, on a vraiment l'impression en fait d'un cocard comme s'il a pris un crochet du doigt de Mike Tyson avec en plus des fractions plusieurs fractions de l'os
de l'os de l'orbite, exactement, c'est ça, de l'os de l'orbite, plus un coup qu'il a pris à la tête sans qu'il ait été en capacité de pouvoir identifier la personne qui lui a donné le coup. Effectivement, il est dents cassées, comme tu le rappelais. Ça, c'est pas le fait du hasard. Et quand ils mentent, enfin, à mon sens, en tout cas, ça semble être un mensonge. Maintenant, effectivement, il faut que l'enquête aille jusqu'au bout de la chose. Mais quand ils disent qu'il est tombé, enfin, quand on tombe, on sait pas tout ça. Et le petit, il a 14 ans. Les enfants ne doivent pas être un défouloir. Même si, effectivement, l'enfant, il a commis une erreur, une faute, effectivement, à ce moment-là, qu'il soit repris par les procédures judiciaires, mais que ce soit la justice qui s'exprime et non pas la colère de policiers. Ça, c'est totalement gravissime. Je rappelle d'ailleurs par ailleurs que la famille a déposé une plainte auprès de l'IGPN et on dit souvent ici, notamment, c'est rappelé par notre avocate en droit et en de la santé, effectivement, il ne faut pas uniquement déposer plainte à l'IGPN, il faut rentrer dans une procédure judiciaire. Et ben, ils l'ont fait aussi puisqu'ils ont déposé plainte auprès de la justice. C'est ce qu'il faut faire pour qu'on ait vraiment toute la lumière dans ces choses. Mais par exemple, une dernière chose, tu te dis, mais quand même, ça s'est passé le 25 mai. Hein. Le 25 mai, le jour même où George Floyd est décédé, quoi. Vraiment, l'agenda extraordinaire, quoi. Et là, on sent vraiment que ce genre de violence, il y aura plus d'impunité. Vraiment, je pense que les familles ont compris que dès qu'il y a un problème, il faut le signaler. Je sens que Claude Philippe veut prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Philippe. Ok, bah écoutez, nous y sommes. Here we go, j'ai envie de dire. Ça commence à se remplir, mais beaucoup de journalistes, évidemment. Et les gens arrivent tout doucement, mais il commence à y en avoir un petit peu plus. Je pense qu'on a doublé par rapport à tout à l'heure. On a vu cette banderole déployée, hommage à George Floyd, son année de naissance et malheureusement son année, la triste date de son décès. Nous avons le service de sécurité qui a commencé à se déployer. Oui. Le camion avec la sono ainsi que le générateur qui est en place, la protection civile. Nous ne voyons absolument pas pour l'instant de force de l'ordre. Vraiment pas. Des tables vont être mises pour que les gens puissent se mettre du gel hydroalcoolique, visiblement. Et beaucoup de médias présents. Ils posent des questions aux gens, mais j'ai envie de te dire que là, on est pratiquement à un tiers de médias et deux tiers de personnes présentes. Mais comme vous pouvez le voir, certains gilets jaunes ont décidé. Oh, nos camarades de la CGT toujours présents. Bonjour, bonjour. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand Philippe il est en manif, il croise plein de potes comme ça. Voilà, la CGT. Voilà, la CGT. Mais bon, voilà, il y a des politiques qui vont arriver au fur et à mesure. On attend Yannick Jadot, on attend Olivier Faure. Forcément, Parti socialiste de SOS Racisme, ça va ensemble. Voilà. Et voilà, ça se remplit. Et d'autres personnes qui viennent pour d'autres revendications qui sont là. Est-ce qu'il y aura des marcheurs? Est-ce qu'il y aura de la République en marche ce soir? Écoute, en tout cas, je n'ai vu personne avec un badge EM pour l'instant. Oui, LREM. Bon, Philippe, bouge pas. Ça monte petit à petit, évidemment. Oui, Rudy. Il y a une banderole par rapport à Adama Traoré ou pas? Non. Aucune affiche ou banderole en l'hommage d'Adama Traoré. D'ailleurs, Assa Traoré, en conférence de presse tout à l'heure, a dit qu'elle ne venait pas parce qu'elle ne voulait pas, premièrement, de la récupération. Et puis, deuxièmement, c'est bien de se rassembler pour George Floyd, mais ça serait bien aussi de se rassembler pour toutes celles et tous ceux qui sont tombés sous les violences policières ici en France. Voilà, on voit un militant du MRAP. Et donc, pour ces différentes raisons, voilà, le comité Justice pour Adama a refusé d'être présent ici ce soir. Très bien. Alors, on va parler maintenant, si vous voulez bien, un peu du contrôle d'identité, hein, le fameux contrôle au faciès. On en parle et beaucoup d'ailleurs font mine qu'il n'existe pas. Avec Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin. Alors, pour lui, il déclare un contrôle d'identité ne peut pas être un délit de sale gueule. C'est ce qu'il a tenu à rappeler ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Ça arrive, voilà. On y arrive, j'imagine.
D'abord, J'imagine que ça arrive. Castaner, chez Bourdin ce matin, sur le délit de sale le gueule. contrôle d'identité, ça ne peut pas être un délit de sale gueule. Ça n'est pas un délit de sale gueule. Un contrôle d'identité, il doit être construit pour prévenir un risque à l'ordre public ou éventuellement dans le cadre d'une recherche d'infraction identifiée dans la poursuite Alors de l'infraction. pourquoi ne pas Ce sont- accepter une traçabilité Mais des je vais contrôles tenter d'identité d'aller jusqu'au bout Oui, et allez je répondrai à jusqu'au bout, cela. mais oui. Et donc, ce sont deux conditions uniques pour faire un contrôle d'identité. À partir de là, j'ai voulu rappeler ce principe-là et ensuite faire en sorte qu'on puisse taire la polémique parce qu'en réalité, elle est assez faible. Le nombre de contrôles d'identité est assez faible. Il existe dans certains endroits en France l'évaluation des agents par le nombre de contrôles d'identité. J'ai annoncé hier que nous supprimions cette évaluation-là, qui pour moi n'a aucun sens. Et puis ensuite, il y a différents moyens, notamment effectivement le Rio, dont, je vous corrige, il n'est pas difficile de le porter même dans une interpellation, on doit le porter en permanence. Il est accroché à votre vêtement, il doit être porté en permanence. Par contre, celui qui est interpellé ou qui s'enfuit aura du mal à le lire, et dans ce cas-là, il porte rarement plainte, celui-là. Oui. Bon. Et donc la réalité, c'est on affiche le RIO, c'est-à-dire le numéro d'identité du policier, et ensuite on rappelle des règles. Pourquoi je ne suis pas favorable au récépissé? Notamment parce qu'au moment du débat qui a eu lieu il y a quelques années sur ce sujet, la CNIL avait indiqué ses réserves au motif que si l'on faisait un fichier national des gens qui sont contrôlés, là où ils sont contrôlés et pourquoi ils sont contrôlés, c'est un fichier qui peut paraître aussi attentatoire aux libertés. Et donc, je prends aussi cela en compte. Oui, mais il n'y a pas Et puis, c'est d'autre une manière procédure. d'assurer une traçabilité des contrôles d'identité. Mais Est-ce qu'il faut assurer une traçabilité des contrôles d'identité? En volume, oui ou non? En volume, oui. De façon individuelle, je ne le crois pas. Et si en plus, je veux aussi, et c'est ce que je fais tous les jours, défendre les policiers et les gendarmes sur le terrain, imaginez qu'ils doivent faire un rapport chaque fois qu'ils font un contrôle d'identité dans le cadre légal que j'ai rappelé, me semble proposer non pas qu'on ait des policiers qui fassent leur métier de policier, mais plutôt des policiers qui fassent des rapports. Moi, les policiers, je les veux dans la rue pour sécuriser et protéger les Français. Castaner, chez Bourdin ce matin, pour ce qui est du RIO, Philippe peut nous le confirmer, ils ne le portent pas tous. Hein. C'est loin d'être le cas. Et surtout en manifestation, il n'y en a pas beaucoup qui le portent, le RIO. Hein. Oui, je confirme. Alors, les gendarmes le portent beaucoup plus que la police, par tradition. Les policiers, non simplement, ils ne le portent pas, et des fois, lorsqu'ils ont le brassard et que le RIO est inscrit dessus, ils mettent un scotch noir pour ne pas qu'on puisse les identifier, ce qui pose un réel problème. Ici même, le 16 mai, j'avais subi un contrôle de police, alors que je crois que je suis bien identifié tel un sapin de Noël, mais c'est pas grave, il faut se soumettre à la loi, la carte de presse est là, elle est bien visible, mais cela n'est pas suffisant, par un policier qui n'avait pas de brassard. J'ai refusé de me soumettre à son contrôle et j'ai donné ma petite identité à son collègue qui avait un brassard avec le RIO identifié. Donc voilà, souvent, régulièrement, et y compris même les CRS, ne présentent pas de RIO. Ils me disaient dans la poche, vous n'avez qu'à venir chercher. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'un jour, on va le retrouver en gaffe, celui-là. Hein. Il va falloir qu'on lance un appel pour aller à la recherche dans tous les commissariats de Paris. Philippe, fais attention quand même, fais attention, ça chauffe pour toi. Dites-moi, Razik et Rudy, à titre personnel, ça vous est déjà arrivé de subir un contrôle de délit au sale gueule, comme on peut dire, parce que vous avez une tête, pour toi Razik, une tête bien identifiée, Rudy également, et vous avez d'ailleurs 6 à 8 fois plus de chances d'être contrôlé plus qu'un blanc, donc comme moi par exemple. 20 fois. 20 fois, ça dépend des études. Ouais, voilà. Après, le défenseur des droits. Oui, Jacques Toubon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un contrôle au faciès, mon cher ami Razik? Réellement, non. Réellement, non. Ça m'est Donc, jamais t'es arrivé. quelqu'un de Après, ça sage. arrive à beaucoup d'amis. Je suis quelqu'un de très beau, je crois. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, je c'est pour plaisante. Bien évidemment, je plaisante, c'est un beau mot. Oui. Donc, ça t'est pas arrivé. Rudy, ça t'est déjà arrivé, toi? Ouais, ça m'est déjà arrivé en voiture. Ça m'est déjà arrivé en voiture. On était avec un ami et la voiture présentait pas forcément. Voilà, on roulait pas en voiture de luxe, etc. Et on a été contrôlé comme ça pour rien. Mais là où j'ai grandi à Châtillon, il y a un moment donné où ça se produisait souvent. Par ailleurs, j'ai aussi pu aussi subir des contrôles. Parce que quand j'étais plus jeune, effectivement, dans mon quartier, on traînait, etc. Et j'ai pu subir effectivement des contrôles avec des intimidations, des tutoiements, des choses comme Des ça. insultes raciales? Des racistes raciales?
Non, pas, en tout cas, j'en ai pas suffisamment eu pour en avoir, mais en tout cas, celle que j'ai eue, il n'y avait pas eu d'insulte raciale. Mais par contre, en termes de violence, j'en ai eu une fois. Après, effectivement, ça s'inscrivait dans le cadre d'une commission rogatoire par rapport à des histoires qui se passaient dans mon quartier, auxquelles je n'étais pas mêlé, heureusement pour moi. Mais voilà la violence, Je me rappelle, je sortais. Je sais plus, je sortais de Paris et alors que les policiers procédaient effectivement à des arrestations, j'ai été attaqué, plaqué au sol, plaquage ventral, la tête écrasée alors, contre parfait. Parfait, tu nous parles c'était- du plaquage ventral. C'est parfait ce que tu viens de me faire. Excellente transition. Le plaquage ventral a été abordé ce matin par Castaner. Et il a dit, à propos du plaquage ventral, qu'il n'existait pas. Cette technique n'est pas enseignée dans les écoles de police. Écoutez Castaner sur les fameux plaquages ventral ce matin chez Bourdin, chez nos confrères. Le père de Cédric Chouviat était avec moi sur RMC. Il ne comprend pas. Franchement, il ne comprend pas pourquoi les policiers incriminés dans la mort de son fils sont encore en activité. Je vous ai répondu parce que rien dans les faits tels que je les connais n'établissent une faute de ces policiers. Je sais l'émotion du père et je la comprends parfaitement. Je suis papa aussi. Il est mort. Oui, il est mort, Cédric Chouviat. Mais il est mort lors d'une interpellation. Il était à scooter, il est interpellé et il meurt. Oui. Asphyxie, fracture du larynx. Mais il est dit l'autopsie. Oui, mais l'autopsie, elle ne dit pas que Oui. c'est la conséquence de l'intervention des policiers. Et moi, je ne suis pas juge. Il ne m'appartient pas de décider. Je suis aussi le garant à ma place de la défense des policiers et des gendarmes. Et donc, si le procureur de la République me dit, avant même la fin de l'instruction, oui, il y a une faute de la part des policiers, je m'engage à la suspension immédiate. Mais j'ai besoin que des gens qui ne sont pas dans l'émotion, à la fois le père, à la fois moi aussi, comme garant et chef de ces policiers. Et donc, je me sens impacté par ce qui s'est passé. Si une instance indépendante, le juge, me dit oui, il y a faute, à ce moment-là, il y a décision. Mais ça n'est pas le tribunal de l'émotion qui doit s'appliquer dans notre pays. Alors, plaquage ventral ou étranglement dans le cas? Alors, je ne sais pas. Vous ne savez Il y a pas plusieurs caméras qui ont filmé cette scène et je n'ai pas ces images à disposition. Par contre, ce que je sais, c'est que le plaquage ventral, dont on a beaucoup parlé dans les médias, etc., n'existe pas techniquement. Ça n'est pas, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois même à ce micro avec vous, le plaquage ventral, c'est une technique qui n'est pas enseignée, qui n'existe pas. Il peut arriver que nous positionnons quelqu'un qui est interpellé au sol, et c'est nécessaire. Pour le menotter notamment, je rappelle que quand il y a interpellation, la meilleure façon d'éviter cela, c'est de répondre « OK » quand on vous demande de vous arrêter. Quand vous résistez, il est normal que les policiers puissent avoir des moyens d'intervention. Dans ces moyens d'intervention, pour mettre les menottes, le plaquage au sol, qui n'est pas le plaquage ventral dénoncé, est utile. Mais ensuite, il faut qu'il soit le plus rapide possible. Et j'ai demandé, et je l'ai annoncé hier, qu'en aucun cas, il y ait une pression sur la tête ou sur la nuque. C'est-à-dire que le plaquage ventral n'existe pas, dites-vous. Donc, étranglement, c'est une technique qui n'est enseignée à aucun moment. Fini. Donc, je pourrais me faire plaisir, Jean-Jacques Bourdin, et dire j'annule le plaquage ventral. Comme il n'est pas enseigné, ce serait franchement se moquer du monde. La technique, la méthode d'étranglement, ça on est d'accord. Alors, la méthode d'étranglement, ce qui est différent, j'ai décidé de l'annuler. Pourquoi? D'abord parce que personne... Parce que les policiers ne comprennent pas, et gendarmes, hein, tous ceux qui ont réagi... je me permets de vous corriger. Allez-y. Je vais revenir sur policiers et gendarmes. D'abord, je pense que personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. Or, la technique de l'étranglement, sur la base du rapport qui m'a été remis il y a quelques jours par le directeur général de la gendarmerie nationale et par le directeur général de la police nationale, peut être dangereux. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'elle soit abandonnée et qu'elle ne soit plus apprise dans les écoles de formation. J'ai demandé aussi que, dorénavant, chaque année, tous les policiers et gendarmes qui interviennent dans la rue fassent l'objet d'une formation permanente sur les différents gestes techniques et donc sans l'étranglement. Et je vous corrige sur un point. Vous dites policiers et gendarmes. Mais non, les gendarmes ne pratiquent pas dans notre pays l'étranglement. Les policiers, oui. Depuis des années, les gendarmes ne le pratiquent pas. Et pourtant, les gendarmes interpellent. Mais les policiers la pratiquent. Ils la pratiquent. Et disent que sans cette pratique, parfois, dans certaines conditions, lorsqu'on est confronté à un délinquant qui ne veut pas, évidemment, qui ne veut pas être arrêté, eh bien, on n'a pas d'autre solution.
solution? Je crois qu'il y a d'autres solutions techniques. C'est ce que me disent les professionnels du groupe de travail. La clé de bras, le balayage, le coup de pied peut permettre, le coup de pied à la jambe peut permettre cela. Ensuite, il y a des moyens intermédiaires qui peuvent nous aider aussi, le bâton télescopique. Et quelquefois, ce qu'on appelle le pistolet à impulsion électrique servira aussi. Ce que je sais, c'est que c'est une technique qui a été apprise, qui est utilisée, et donc il faut très vite que nous donnions à nos forces de sécurité intérieure d'autres moyens techniques d'intervenir. C'est ce sur quoi je m'engage au moment où je vous parle, parce que je sais l'importance, je sais le risque, je sais la tension au moment d'une interpellation. Mais si une pratique est pratiquée par la police et pas par la gendarmerie depuis de longues années, déjà ça doit nous interroger. Mais j'ai un rapport aujourd'hui qui me dit que la technique de l'étranglement est dangereuse, et donc je ne souhaite pas maintenir, y compris pour protéger mes gars, pour protéger les policiers. Je ne souhaite pas maintenir cette technique. Bien, voilà. Aussi sur le Castaner, ce matin, chez nos confrères de BFM. Donc, ça, c'était un parfait parfaite transition sur ce que tu nous disais, sur le plaquage ventral. Toi, tu dis en avoir été victime. Mais Castaner te dit non, ça n'existe pas, ça n'a jamais été enseigné par la police. Non, mais là, on joue sur la sémantique, hein, en fait. Hein. Alors que ça n'ait pas été enseigné par la police, c'est une chose. Que la police ne le pratique pas, en tout cas dans sa déontologie, c'en est une chose. Mais reste que certains policiers peuvent l'utiliser pour recourir effectivement à l'interpellation. Et moi, dans le souvenir que j'ai, maintenant, ça remonte à, je sais pas, entre 15 et 20 ans. J'ai subi t'es si vieux que ça. Oui, ça remonte effectivement parce que entre temps, je me suis assagi. Bon, après, de toute façon, j'étais pas visé par l'enquête en particulier, mais comme j'habitais là où effectivement à l'époque on traînait, donc facilement l'amalgame a été fait. Donc du coup, je leur en veux pas par rapport à ce qui s'est passé, mais par contre, la violence que j'ai subie chez certains jeunes, ça peut être générateur d'une haine. Moi, heureusement, j'ai pas versé dans ces choses-là par rapport à l'éducation que j'ai reçue et j'aime la France, c'est mon pays, mais ça m'empêche pas de dénoncer certaines choses qui vont pas. Et la clé d'étranglement, je l'avais subie. Le genou dans le dos, je l'ai subi. J'avais la bouche qui mangeait le béton. Vraiment, c'était vraiment très, très, très dur. Très, très, très dur, vraiment. Maintenant, après, il fait de la sémantique en disant que ça n'existe pas. Ben, malheureusement, ça existe. Maintenant, c'est peut-être pas à pratiquer et c'est peut-être pas enseigné, mais du fait, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est pas enseigné, mais par contre, il y a quand même cette pratique. Donc, ça veut dire que l'enquête qui doit être faite, ça doit être une enquête qui doit être faite pour voir quels sont les policiers qui pratiquent le plaquage ventral, de sorte qu'ils soient suspendus, puisqu'effectivement, ça ne fait pas partie des pratiques officielles que les policiers doivent observer dans leur déontologie. Je te coupe, on redit, pour lancer la pub dans un instant pour le quiz. On va parler un peu de vacances, les amis, parce que ces sujets sont quand même un peu lourds et je sais que Razik a envie de partir en vacances. Je le sens d'ici. Pub et on est de retour très vite pour le quiz dans un instant. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Si l'un de vous deux peut lire un peu les commentaires, parce qu'on n'a pas du tout relayé ce qui s'est dit et ce sont dit sur nos lives en cours, France Maghreb 2. Christophe, le Grand Forum, s'il vous plaît, Rudy, si tu peux nous dire. En attendant, Razik Métiche, je sais que tu es un amoureux des voyages. D'après un sondage, beaucoup de Français comptent partir en vacances quand même, mais particulièrement en France. Toi, à titre personnel, qu'as-tu prévu cet été? Est-ce qu'il est prévu de t'envoler ou tu es dans l'expectative de savoir d'abord quelles compagnies aériennes vont reprendre, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Est-ce que tu as déjà prévu un petit scénario? J'en ai prévu deux. Réellement, j'en ai prévu deux. Un scénario où les choses se passent bien, un scénario où les choses sont un peu plus compliquées. Dans un scénario où les choses se passent bien, j'aimerais bien partir quelque part en Méditerranée, pas trop loin. D'accord. Je pensais à la Grèce, si la Grèce réouvre un peu ses frontières, parce que ça me semble être un bon spot pour partir en vacances. Ils ont été très peu touchés par le Covid et je reste dans une zone de confort qui est l'Union européenne. J'aurais aimé partir en Algérie, mais vu les conditions, ça me semble ingérable. Et après, j'ai un scénario B où les choses sont assez compliquées et où je partirai dans le sud de la France. Il risque d'y avoir du monde d'ailleurs dans le sud de la France cet été. Absolument. C'est ce qui m'angoisse en fait. J'ai beaucoup de mal avec la foule. Enfin, poser une serviette avec 1 million de personnes sur la plage, c'est pas trop mon style de vacances. Oui, les gestes barrières risquent de ne pas être respectés pour le coup. Ouais, clairement. Donc je vais voir donc sud de la France, peut-être essayer de dénicher un endroit où il y a un peu moins de monde, un peu moins connu, un peu. Enfin voilà, pas sur la Côte d'Azur, peut-être un petit peu ailleurs. Donc je verrai bien, je verrai bien.
Alors, dites-nous en commentaire, vous avez prévu de partir, si vous avez prévu de partir en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou ailleurs, hein, ou en France, tout simplement, par prudence. Rudy, tu comptes faire comment, toi, pour cet été, les vacances? Rudy? Attends, il y a eu un petit bug, pardon. Répète ta question. Je te demandais, comment tu comptes faire comment pour les vacances cet été? Est-ce que tu as plusieurs scénarios à la Razik? Non, moi pas forcément, hein. Je suis en train de préparer certaines choses pour la rentrée. Donc on va voir peut-être une semaine ou un week-end pas trop loin de l'Île-de-France. Enfin, en tout cas, pas trop loin sur les régions proches de l'Île-de-France, pardon. Mais il n'y aura pas de choses, voilà, de gros voyages, des trucs comme ça, hein. Voilà. D'accord. Alors, que disent nos amis sur Facebook? Rudy, tu as pu aller jeter un petit coup d'œil? Ouais, je suis en train de jeter un petit coup d'œil. Là, on a Farida Mylène Herbe Lalaoui qui dit que à croire qu'il va jamais sur le terrain ou qu'il ne voit pas toutes les vidéos, toujours dans le mensonge, toujours dans le déni, ça me gonfle. Ça, c'est, je pense, par rapport à Castaner. Oui, il y a des chances. Voilà. Après, bon, il y a des messages un peu insultants. Donc, voilà, les amis, on vous invite vraiment à garder la bonne mesure des choses. Il y a Roséa Garne Guillou qui dit Castaner me donne une crise de nerfs, je ne peux plus le voir. Cédric Chouviat, paix à son âme, de Enya Marais. Tiens, il y a quelqu'un qui te parle, Christophe. Ah oui. Ouais, alors attends, je te lis ça. Christophe, je l'ai déjà dit, mais sérieux, c'est vrai, notre Philippe national est le pitbull de France Maghreb 2. Rien ne lui échappe, il fouille partout, toujours d'excellents résultats. Je sais pas s'il va apprécier. Philippe, un pitbull, ça te va ou pas? Non, je dirais un Boer Bull. Un Boer Bull, c'est un pitbull de 110 kilos. Donc, ouais, ça me va bien comme expression. Bon, le pitbull de France Maghreb 2. Et du LGF. Très bien. Bon, continuez de commenter, les amis. On arrive presque à la fin. Dans un instant, le quiz. Philippe, avant qu'on joue dans un instant, ça se remplit encore? Ah oui, là, ça commence à se remplir. On est peut-être 4 fois plus que tout à l'heure. J'ai appris que l'UJF se joignait à l'appel. Vous avez Mara Pelter qui est présent. Quelques élus qui arrivent de manière il y aura sûrement Charles Goumi, alors. Je viens de le dire. Mais apparemment, il y a une de nos suiveuses sur Facebook qui dit qu'elle a vu sur Facebook une annonce de LREM pour la manif de ce soir. Ah, donc il risque d'y avoir des gens de LREM, bon Philippe. Hein. Ah, sûrement. À quoi ils ressemblent, ces gens-là? Non, je plaisante. Voilà, vous pouvez voir à l'écran, en mode panoramique, la place et vous faire une idée. Voilà. Il n'y a pas Chalgoumi? Je ne l'ai pas encore vu arriver. D'accord. Bon. Très bien. Alors, évidemment, vous suivrez ça juste après l'émission en live sur la page Christophe Le Grand, les amis. Bon, on est de retour. Et bien, ce quiz. Le quiz, c'est parti, messieurs, dames. Nabil, je te passe s'il est là. Il peut jouer. Ethan, tu peux le mettre, Nabil, aussi avec nous. Pour jouer. Ouvre le micro à Nabil, Ethan. Il va nous faire rigoler avec le Colonel Kadhafi. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez écouter ça tout à l'heure. Oh, on te charrie, mon Nabil. Parle bien fort, par contre, pour qu'on t'entende bien, parce que sinon, tu risques de ne pas t'entendre. Alors, première question. Qui a déclaré aujourd'hui: nous devons respect et confiance aux gardiens de la paix et aux forces de l'ordre. Castaner. Non. Et nous devons nous avons également un devoir d'exigence vis-à-vis d'eux. Non, Ciotti. Non. Ah non, c'est Eric Coquerel. Édouard Philippe. Exactement. Yes, Razik Métis, je ne vole pas mon point. Voilà, Édouard Philippe, qui était en l'Essonne, au commissariat d'Evry ce matin, avec Castaner. Qui a déclaré Adama Traoré a été tué parce que c'est une racaille. Julien Odoul, Razik Métis qui l'a dit. Non, t'es fou ou quoi? C'est Philippe qui l'a dit le premier. C'est malade. T'as dit Jérôme Odoul, ça me compte pas, Jérôme Odoul. J'ai dit Odoul. Il a dit Odoul. Donc, attention. J'aurais même pu dire Andouille, ça marchait. Aussi. Ça passe, on valide. Dans quel pays maghrébin, écoutez bien ma question. Algérie. Dans quel pays maghrébin
les exportations de fruits ont bondi de 28%. Tunisie, Maroc. Exactement. La Tunisie est une bonne réponse. Depuis janvier, malgré le Covid, 28% donc d'exportation de fruits pour la Tunisie. Petite question, tiens, la Banque de France s'est exprimée sur la reprise de l'économie. À quand estime-t-elle le retour à la normale? 2022. 2022, c'est Razik Metiche qui C'est l'a moi. eu. C'est moi qui l'ai dit. Non, il a dit avant toi, J'ai dit en premier, vous plaisantez. Non, il a dit avant toi, je t'assure. 2022. On l'a dit les trois en même temps, il faut me donner un point sur les trois. Non, je l'ai dit avant. Monsieur Pierre Laurent, sénateur Tout le communiste. monde a un point, moi il me faut un point aussi là. Monsieur le sénateur Pierre Laurent. Tiens. Pierre vous appelle, monsieur Assalem vous appelle. Ils vous disent de venir Pierre. Pierre, voilà. Voilà, très bien. Alors j'ai ma petite dernière question quand même les gars. On parlait des vacances, justement. Il y a eu un sondage de fait. Combien de Français comptent partir en vacances cet été? Combien de pourcents? 60%. 55. Non, un peu moins. 40%. Non, plus. 50%. 45%. Plus. 48%. 70. Moins. 68. 48%. Moins de 60. Non. 58. Plus que 58. 59. 59 est une bonne réponse. 59% des Français comptent partir en vacances cet été en France. Allez, on rend l'antenne les amis parce qu'il y a le journal tout de suite. On m'a foutu un journal des RFI à 18h. Franchement, les programmateurs sont au top dans cette radio. Merci à tous. Rendez-vous demain à 16h pour le LGF. Restez avec nous. On conclut avec Philippe Boyaki qui va prendre le live dans un instant et on se dit au revoir en live sur Facebook. Salut, à demain.